Salutations les amis, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Polysleep. Once again, they did it! Pour vrai, je les remercierai jamais assez d'encourager le podcast. Je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as changé de matelas. Moi, je viens juste de le faire. Et je m'en réjouis grâce à Polysleep. Sincèrement, les signes que tu es dû de changer de matelas, évidemment, c'est quand tu te réveilles avec des courbatures dans le dos, la tête, les reins, OK? Quand tout ça, tu te lèves, tu dis « Ah, I'm too old for this shit », ça veut dire que t'es dû. Quand dormir à deux aussi, quand ça devient difficile, ça c'est plate, ça. Hey, c'est pas le temps de faire chambre à part, les amis, là. Hein? Si t'as la chance de dormir avec quelqu'un, Colin, faut être bien, là. En 7 ans. Donc, tu sais, avec l'espèce de... Quand le matelas fait ça, là, puis les deux, tu t'as un entonnoir, puis tu te ramasses d'un tas d'humains au centre, c'est plate, ça. Polysleep il offre 3 différents matelas pour tous les budgets, 3 différents types de matelas pour tous les budgets, tous les besoins de sommeil. Et tous les matelas ont une mousse antimicrobienne, ce qui est mon nouveau mot favori. Antimicrobienne. On dirait on dirait espagnol. Antimicrobienne! Anyway. Bref, tout ça pour dire, il y a un code promo, les amis, pour sauver beaucoup d'argent sur un matelas Polysleep. Le code promo est le suivant: NJAYDT25. N comme novembre, JDT comme du temps, 25 qui représente le pourcentage du rabais sur l'achat. Et vous pouvez utiliser ce code promo sur les oreillers, les matelas pour bébé et les surmatelas. Ça, c'est des matelas qui, la nuit, combattent le crime. Alors, le code promo est disponible jusqu'au 29 novembre. Go get it! Make it quick, baby! Une production du Studio SF. Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discute, j'espère que vous allez bien. Mon invité aujourd'hui, c'est le comédien, acteur, metteur en scène, accessoirement chanteur des fois, Monsieur Benoît Brière, qui est un gars grandiose. En fait, de la manière que ça s'est fait, c'est que j'ai fait récemment En direct de l'univers pour Sonia Vachon. En direct de l'univers, qui est une émission animée par France Baudouin à Radio-Canada les samedis soirs, où, on fait l'univers musical d'un invité. J'ai eu la chance d'être déjà l'invité dont on faisait l'univers, mais là, je performais pour Sonia Vachon. Bref, je performais humblement Mambo No. 5 avec Lou Bega. Si vous l'avez vu, c'est cool. Sinon, allez sur la page Facebook d'En direct de l'univers. C'est quand même très, très divertissant. Et bref, et sur le show, j'ai rencontré Benoît Brière qui chantait T'es belle de Jean-Pierre Ferland, pour Sonia Vachon de manière vraiment, vraiment touchante et extraordinaire. Mais en plus, c'est que backstage, c'était un gars très le fun à côtoyer. J'ai pas parlé tant que ça ce soir-là, mais un petit peu, puis j'étais, voyons, il est donc bien. Je savais qu'il était nice, mais je savais pas il était comment, mettons, dans la vraie vie. Il est vraiment badass, tu sais. Fait que tout de suite, j'ai fait « Ah mon Dieu, j'ai écrit à ma sœur, j'ai fait « Hey, faut recevoir Benoît Brière sur le podcast. » Il a tout de suite accepté. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a eu cette conversation-là ensemble. Évidemment que j'ai pas tout couvert sa vie. Il y a tellement d'affaires à parler. Donc, j'ai arrêté le podcast à un moment où j'ai eu un peu un frisson. Puis j'étais j'ai l'impression que ça boucle la boucle de cette conversation. Je tiens à dire qu'une fois qu'on a fermé les micros, il nous a rejasé ça à Nick et moi pendant un 15-20 facile. Donc, assurément que je vais le réinviter. Il est extraordinaire. Je tiens aussi à mentionner qu'on a enregistré ce podcast-là le 2 novembre. Donc, quand même, la veille des élections américaines, à un moment donné, on effrôle le sujet sans plonger dedans. Mais quand même, je tiens à dire que c'était la veille, donc on n'en parle pas en connaissance de cause. Bref, donc, sur ce, je me compte tellement chanceux d'avoir jasé avec Stona et j'ai déjà hâte. On aurait pu faire 6 heures. Je dis 6 pour ne pas dire 22. Il est fascinant, il est fin, il est drôle. Et vraiment, vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup d'être à l'écoute et je vous souhaite une bonne écoute, tout simplement, de ma conversation avec Benoît Brière. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
mes parents, c'est ça, mon père travaillait dans le champ. Mon père a toujours été un lève-tôt. Ma mère, moi, mon nom de famille, c'est du Temple Quirion. Quirion étant mon père, du Temple, c'est ma mère. Puis j'ai pris du Temple sur scène parce que les comiques, c'est les du Temple. Les gens de party, c'est eux autres. T'sais. Puis, fait que ma mère est pas tuable. Mais elle sort avec mon père qui, le 25, on reçoit, se force pour... T'sais, si je viens souper, souvent, il va faire une sieste l'après-midi pour être certain. Jay va être là, je vais m'étendre un peu pour être certain que... Ouais. Mais des fois, le soir, je vais souper. Il part de table pour aller se coucher. On a beau souper tard, là, mais tu sais, 8h30. Bon, on va y aller, ma mère. Yvan, c'est boire. Attends au moins 9h. Ils négocient leur heure de coucher. J'adore ça. Mais je comprends tellement ça. Ouais. Ah, mais surtout si tu passes tes journées dehors. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça que tu fais? Ah, ben, pas mal, je te dirais. Ouais. Tu sais, là, j'ai... Pour faire les chemins, comme c'était à flanc de montagne, on a dû couper plusieurs arbres. Puis là, on voulait pas. Tu sais, on se dit, non. Là, c'est correct si on commence à enregistrer. Tu t'enregistres quand tu veux. Oui, ça fonctionne parfait, je le sais, être certain. Oui, non, moi c'est ça. Tu te dis, c'est pas vrai qu'on va couper des arbres. On est venu ici justement pour ça. Être dedans. Ouais. Mais là, puis là, il y a certaines specs qu'il faut respecter en fonction du type de chemin. Ça peut pas être excéder 15 degrés de pente, juste à flanc de montagne. Ouais. Fait qu'on va sillonner pour respecter le 15 degrés. Puis, bon... c'est quelque chose pareil pour un comédien metteur en scène. C'est énorme. C'est la plus grosse gig que j'ai eue dans ma vie. Oui, c'est ça. Ah, sac. Te souviens-tu comment utiliser ton rapporteur d'angle? Non, j'ai cassé ça il y a longtemps. J'essayais de plier ça. Ça plie pas bien, du plastique. Pas bien. Hein? Ah non. Ça pète vite, je trouve. Bref, on est arrivé au bout de ce chemin-là. Puis ça a été épique. En tout cas, c'est formidable, c'est fait. C'est là, on a coupé les arbres. Et tous ces arbres-là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, appelle un gars dans le coin qui dit, moi, tu vas te faire ça en bûche. Ouais. J'ai l'impression que je fais rien que ça dans la vie, corder du bois. Ah oui, hein? Man, je pense que j'ai... Là, à date, on s'est partagé. On pensait s'être partagé équitablement. On est comme 2 copropriétaires. Là, puis 3, en fait, mais 2 qui habitons là. Et puis, à date, on s'est échangé 6 cordes chaque. C'est bon. Et il en reste autant accordé, mais que c'est dans le bas du chemin. Avec le tracteur, on remplit le trailer, monte le tracteur en haut, décharge le trailer. Je fais rien que ça, corde du bois. Mais je suis rendu très bon. Est-ce que ça... Pendant la COVID, là, je vais me partir une job de cordeur de bois. Mais il y a quelque chose de fort... moi, cette année, je suis retourné travailler dans le champ chez mes parents pendant la pandémie. Je t'en vis tellement. Mais ça a fait... J'ai du temple. La prochaine fois, tu fais les vendanges, tu m'appelles. Gratis. Je veux pas d'argent. Je veux juste le plaisir de ça. C'est juste le plaisir de ça. C'est vraiment... Je manque les vendanges parce que je travaille pendant l'automne. Mais cette année, j'ai fait la première job qui était enlever les géotextiles. Donc, on protège. Là, ils sont en train de les installer pour protéger pour l'hiver. Ouais. Fait que je les ai enlevés. Mais il y a quelque chose de fort de revenir à la terre. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. T'sais. Toi, d'aller corder du bois, je veux dire, on s'entend, t'as arrêté de jouer brou pour aller corder du bois. Je veux dire, il y a quand même... certains diraient que c'est une drop. Moi, je pense pas. Je pense pas, moi. Oui, absolument. Mais c'est très, très bon pour la tête. C'est bon pour le corps, oui. C'est bon pour la tête. L'humilité, j'imagine, mais tu me sembles pas être quelqu'un qui a besoin de plus d'humilité. Je veux dire, tu me sembles avoir les pieds sur terre. Non, j'ai choisi ce métier-là parce que ça me tentait, parce que j'aimais ça, puis je connaissais tous les aléas. Enfin, tout, non. Tu l'apprends sur le tas, ça. Mm-hmm. Mais... C'est ça qui est fou. Oui. Il n'y a pas d'école pour ça. Il n'a pas d'école. Moi, j'étais sûr et convaincu, je le suis encore aujourd'hui, d'être passé par la bonne voie, c'est-à-dire, j'ai voulu devenir un comédien et non pas une vedette. Ouais. Il y a une grosse différence entre les deux. C'est quoi la différence que tu fais entre les deux, toi? En fait, c'est le désir. Comment dire? C'est comme si tu décidais de devenir médecin parce que tu veux faire de l'argent. C'est ça. Ouais. Tu sais, fait que tu t'en vas là, en médecine, puis tu dis, qu'est-ce que tu veux, devenir médecin, tu veux faire de l'argent. Il y en a qui disent, faire de l'argent. Ouais. C'est pas qu'ils vont pas réussir.
Ils vont très certainement réussir, mais une fois qu'ils auront réussi leur cours et tout, je suis pas sûr qu'ils vont aller très loin là-dedans. J'ai l'impression. Ceci dit, c'est vrai puis c'est pas vrai ce que je te raconte là, parce que dans le métier que je pratique, que tu pratiques, dans l'entertainment, parce que en général, ce qui chapeaute tout ça, c'est de l'entertainment. Ouais. Tu peux ne pas avoir fait d'école puis avoir une Christie de carrière extraordinaire. Et il y a plein d'exemples pour nous le prouver. Oui. Moi, je me disais, je vais passer par l'école parce que dans le jeu du comédien, que ce soit à la télévision, au cinéma, à la radio, en pub, au théâtre, l'état de grâce arrive rarement. L'état de grâce étant le moment où tu as vraiment l'impression d'être en parfait contrôle et connexion avec ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire sur une scène ou sur un plateau. Tu sais, tu te dis, ouais. Souvent, quand tu atteins l'état de grâce, et ça dure qu'un court moment, alors il faut se taper des shows de 3h30 pour avoir un état de grâce de 10 secondes une fois sur une run, tu sais. Et tu sors de scène, et là, tu as des gens qui vont venir te voir et qui vont dire, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Et souvent, t'en as pas de souvenir. Ouais. Aussi weird que ça puisse paraître, t'as pas de souvenir. Tu fais, je sais pas. J'étais bien. Mais t'as-tu vu comment tu... Non, je sais pas comment j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ça t'est arrivé souvent? Je suis gâté. Je suis gâté là-dessus. Ouais, je suis gâté. Mais tu sais, pour ça, il faut juste bien se préparer. C'est toujours le travail en amont qui est le plus vrai. Donc, pourquoi je suis passé par une école de théâtre? C'était pour ça. C'est pour me développer des outils, pour bien me préparer. Pour arriver à jouer bien, relativement bien, en tout cas, tu le souhaites, quand tu n'es pas constamment en état de grâce. Ouais. Et tu es tributaire, nous sommes nos propres instruments. Ouais. Tu sais, un musicien, je sors avec une violoncelliste. L'instrument est un peu tout croche, il s'en va chez le luthier. Ouais. Tu comprends? Nous autres, on est nos propres instruments. Je vais pas passer mon temps chez le docteur parce que, je file pas aujourd'hui. Non, ce soir, il y a un show. Ah ouais. Et les gens qui viennent voir le show, ils ont droit à un aussi bon show qu'hier. Ouais. Sinon plus, tu as un show de plus d'expérience. Ouais. Fait que, tu sais, donc, moi, je suis très conscient de la responsabilité que je me donne, mais qu'on devrait toujours avoir parce qu'on est des privilégiés de tout d'un coup avoir cette tribune-là, d'être sur une scène à un moment donné. T'sais. Et toi qui as souvent fait des shows collectifs, cette exigence-là que tu as envers toi, est-ce que naturellement ça se propageait dans le groupe? Parce que je sais, moi, je partage ce sentiment-là, fait que ça m'est déjà arrivé, mais je suis tout seul sur scène, qui fait en sorte que je suis un maniaque, mais ça m'est arrivé quelquefois des mauvaises journées où tu fais « Hey, ça me tente pas. » Hey, man! Mais ça arrive plein de fois. Et finalement, ça prend 3 minutes sur scène. Ah oui. Et je te trouve même généreux. Ouais. Hein? Tributaire du premier rire. Oui. C'est souvent ça que je dis, surtout en comédie, là. Absolument. Évidemment, c'est la même chose pour toi, en humour, mais tributaire du premier rire. La qualité du premier rire. Parce que tu peux te pointer sur une scène, mon vieux, un soir où t'es dedans. Comprends-tu? Tu l'as, t'es hot. Oui, ça me tente au bout à soir. Puis même, je vais improviser un bout parce que j'ai pensé à une affaire. Tu sais, tu pars, là. T'es crinqué à l'os, puis t'as un premier rire. Et là, Mayday, pan, we're going down. Tu sais, tu vas cracher. Tu fais, ben voyons. Et le réflexe du comédien moyen, c'est d'en mettre un petit peu plus pour réveiller. Et souvent, ce petit peu plus-là, c'est juste la coche de trop qui fait que c'est encore moins drôle. Fait que t'es fourré. Tu sais, peu importe ce qui arrive, t'es fourré. Alors que t'as des soirs où, comme tu dis, t'arrives puis tu fais « Hey, j'étais bien chez nous en pantoufles, ça allait bien, puis ça me le dit pas, puis je suis un peu tout croche, je suis fatigué, je m'endors, j'ai mal au ventre, je relève d'une gastro, ou je suis dans la gastro, ça arrive ça aussi. Tu sais, laissez-moi des chaudières de tous les côtés de la scène, au cas où que j'ai les backstage. Bon, on va en souhaitant bon appétit à tous ceux qui nous écoutent. Mais il en demeure pas moins que c'est ça. T'es tributaire de ça, puis de ton état, puis là, t'arrives dans cet état-là, puis tu fais puis là, le premier, puis le deuxième rire, puis toi, puis t'es quoi? T'es crinqué. Puis là, tu penses que parce que tu sors de scène un soir où tu filais pas, tu vas pouvoir aller te coucher tout de suite après. Eh ben non, c'est pas le même, ça marche. Parce que l'adrénaline, t'as pogné. T'as kick in. Toi, tu dois avoir emmagasiné de l'adrénaline. Hey! Certainement que tu peux corder du bois, là. Tu sais, je veux dire, t'as de l'adrénaline pour 8 années, 8 vies. Moi, je mets 3 bûches à la fois. Oui, écoute,
Drette, d'équerre, tout. Oui, j'en ai beaucoup accumulé, mais dans la dernière année, où on ne fait plus de show, on calculait ça récemment avec mes comparses Martin Drainville, Le Guérin, des productions Ménage à trois. Ouais. C'est très original, ça n'a rien à voir avec le vin. M'excuse pour les compétiteurs. Qui n'est pas très bon, d'ailleurs. Oui. Mais bon, c'est mon éditorial personnel. Mais très sympathique, par exemple. Très sympathique, parce que c'est un vignoble qui s'appelle Folie à deux. Et c'est un Français qui a marié une Américaine ou un Américain qui a marié une Française qui sont installés à Napa Valley. Puis je suis allé visiter ça. Puis ils sont très, très sympathiques. Mais ils font un vin commercial. Bref, ça pour dire que... Où c'est que je suis rendu? Je sais même pas où je suis rendu. Qui c'est de quoi tu parlais? Comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Ah oui, Luc Guérin. Bon, c'est ça. On s'est dit là, récemment, ça fait plus d'1 an on n'est pas monté sur scène. Ensemble? Tu sais, le Brou, là, attends, en général, à cause de la COVID. Mais c'est ça fait plus d'1 an. On a arrêté la première partie de la tournée, si tu veux, mi-octobre, fin octobre passé. Et là, ça fait plus d'1 an. Man, cette adrénaline-là, c'est une drogue dont on a besoin. C'est fou, hein? Et à un moment donné, tu fais... Tu sais, je te le cacherai pas que les premiers moments de la COVID, la pandémie, on s'est dit... écoute, on va respirer un peu. On va se retrouver. Pour la première fois de votre vie. Ça va faire du bien. C'est pas long. C'est pas long qu'à un moment donné, t'as fait le tour vite, puis tu fais, la jument kick n'importe. Oui, la jument kick n'importe. Commence à... ça s'appelle Let's go, allons-y. Et cette espèce d'entraînement d'adrénaline-là, cette pression-là qu'on se met naturelle, sur les épaules, sur nos propres épaules et sur l'épaule, veut pas, par extension de nos collègues, même si c'est pas ça qu'on veut, c'est ça qui arrive toujours un peu, ça disparaît, ça. Et là, récemment, nous avons eu tous les deux, toi et moi, à chanter dans une émission de télévision. Bon, mais chanter n'est pas mon premier métier. Mais vierge, ça faisait longtemps que je n'étais pas débarqué sur un plateau. J'ai jamais été sénère de même de ma vie. Je me disais, je ne serais plus jamais capable de me remonter sur scène. J'étais backstage avec Michel Louvain. Ouais. Et Michel Louvain, qui a encore plus d'expérience. Très peu, quelques semaines. Et il m'a dit la même chose, hein, comme, c'est encore énervant. Et d'entendre Michel Louvain me dire ça, il y a eu quelque chose aussi qui m'a rassuré de faire... ça ne quittera donc jamais. Non, même, je m'excuse, c'est de mal en pis. C'est ça. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a moins de résistance ou parce qu'on s'en met plus sur les épaules? Si c'est parce qu'on s'en met plus sur les épaules, pour moi, c'est de bon augure parce que tu as toujours la conscience du travail bien fait. Mais j'aime ce que tu as dit tantôt aussi. Là, ça arrive, ça. J'aime ce que tu as dit tantôt. Techniquement, tu as plus d'expérience qu'hier parce que tu as un show de plus. Oui. C'est quand tu ramènes ça à la base, là, c'est vrai, c'est ça. Oui. Et les gens ont de moins en moins d'argent pour la culture. On dira ce qu'on voudra. On a accès à tout ce qui se fait sur la planète ou à peu près. Ouais. Pour pas toujours grand-chose. Parce que c'est pas grave, ça coûte pas trop cher s'abonner à Netflix, mettons, là, pour ne pas les nommer. Parce qu'eux autres, c'est worldwide. Ouais. Fait qu'eux autres, là, ton 10$ par mois, là, ils vont le chercher partout. Alors, ils en font de l'argent. Inquiétons-nous pas pour Netflix, ça va bien. Aux dernières nouvelles, il paraît que ça va bien. Mais tu dis, on offre un show, les gens doivent se déplacer. Ouais. On travaille des heures de fou, on est pogné dans les cônes oranges. Un soir de semaine, là, un jeudi soir, mettons, là, un show, là, ça sent... C'est pour ça aussi que les samedis soirs sont si magiques. Puis des soirs de semaine, des fois, il va y avoir des soirées... Moi, il y a eu un mercredi soir que je me souviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu sentais que tout le monde a relâché son stress de la semaine en plein milieu. Parce que c'est la course pour se rendre à la salle. Ouais. Je vais finir à 5 heures, mais aller chercher... J'ai-tu le temps de manger? C'est ça. Là, j'ai-tu le temps de manger? Je sors du bureau 6h15. On se rejoint, mon amour. Prends-toi un taxi. On se rejoint chez tel resto, au Saint-Gall, dans la Place des Arts. Puis on va aller manger là. Vite. Si t'en vas voir un show, tu digères. T'as juste le goût de dormir. C'est un double défi pour l'artiste. Et t'as couru comme un maudit fou et ça t'a coûté ton taxi, ton stationnement, qui est 6 fois le taxi, ton billet, tes billets, ton resto. Hey, ça s'appelle un budget, ça. Ah oui, absolument. Alors que tu pourrais, regarde, je rentre à la maison tranquillement, j'enlève mes souliers, je mets mes pantoufles, je m'assois sur le pouf,
On a mangé tranquillement, on s'assoit, on écoute le film quand on veut, puis, je m'endors, je vais le finir demain. Tu sais, bon. Alors, tu comprends que pour nous, là, mais on voit artisans de la scène, le grand défi, l'ennemi juré, c'est le banc vide. Ouais. Et donc, c'est pas simple, là. Mais on voit en ce moment à quel point... et il y a plusieurs personnes qui m'en parlent autour de moi, des gens près de moi ou loin de moi, qui me parlent à quel point ils s'ennuient d'aller voir physiquement un spectacle. Ça me rassure. C'est vrai. Moi aussi, ça me rassure parce que il y a beaucoup de gens... On réalise à quel point les écrans dont on parle depuis des années, de dire on s'en va vers là, puis à un moment donné, il n'y en aura plus de spectacle vivant. J'étais comme, je pense pas. Je veux dire, ça existe depuis toujours. Honnêtement, je pense pas. Puis là, on voit plus que jamais à quel point, la semaine passée... On a besoin de cette communion-là, de cette réunion-là. Pour si on n'aime pas ça appeler une communion, ça n'a rien de religieux. On a besoin de se réunir, de se rassembler. Ça paraît-tu en ce moment qu'on a besoin de se rassembler? On est tous en train de virer fou avec nos... On a besoin de ça. Peu importe le médium, peu importe la façon, on a besoin de se réunir, de se rencontrer. Et souvent, c'est par le biais justement de cette scène-là, qu'elle soit musicale, théâtrale, poétique, cinématographique, télévisuelle, en groupe. On a besoin d'être réunis. C'est vrai, ça. Écoute, ça faisait, là, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois à peine, fort de mon état de faire, tu sais, des mauvais bouts, là, où tu fais, hey, c'est fini. Ouais. C'est fini, là. Regarde, tu sais comment est-ce qu'on le sait que dans le métier, c'est extrêmement complexe de percer, mais c'est plus difficile encore de rester, de demeurer. Et tu dis là, forcément, on peut pas travailler, donc j'ai pas d'appel. Puis là, t'associes le non-appel à je suis un has-been. Ça y est, c'est terminé. Au suivant, next. Bon, c'est ça, c'est le courant normal, c'est comme ça. Fait que tu marches à la rue, là, là, je fais des mois que je suis plus au théâtre. Je tourne pas. J'ai 1 million de projets, mais ils vont-tu voir le jour? Je le sais pas. Et à un moment donné, une madame passe en voiture sur la rue, me reconnaît, ouvre sa fenêtre et me dit « Monsieur Brière! » J'ai fait un step. Tu comprends? J'étais sûr que j'avais fait quelque chose de pas correct. Elle dit, en tout cas, je peux vous dire, il n'y a qu'une affaire. Le premier jour où je peux aller au théâtre, je m'achète un ticket puis je vais aller vous voir. Ferme la fenêtre, part. J'ai broyé. Oui. Elle le sait pas, elle va le savoir là, ça t'écoute. J'ai broyé. Je suis quoi de la rue, j'ai versé quelques larmes et je me disais, elle le sait pas, elle m'a fait un grand bien aujourd'hui, elle. Oui. Puis je vais surfer un petit bout là-dessus. Je surfe encore là-dessus, d'ailleurs. Mais ça me fait... Parce que ça a fait, OK, bon, peut-être. Mais tantôt, tu disais que le trac ou le stress avant de performer grandit avec l'expérience. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec les attentes du public qui sont peut-être plus élevées qu'à l'époque? C'est-à-dire que... Sûrement. C'est ça. Sûrement. C'est ça aussi. Oui, sûrement. Sûrement. Tu sais, on est toujours très à l'écoute de comment ça se passe, puis comment le public apprécie ou n'apprécie pas, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils apprécient au plus grand nombre, bien qu'on ne peut pas plaire à tous et à son père. Mais c'est ça la volonté qu'on a. Donc, quand les gens t'interpellent puis te disent en tout cas, j'ai tellement trippé, j'ai aimé votre show, j'ai déjà acheté mes tickets l'année prochaine, puis tu dis c'est parce que vous savez même pas ce qu'on monte l'année prochaine comme pièce de théâtre, je m'en fous. Vous allez être là? Oui, je vais être là. C'est hot. OK, c'est le fun au bout, mais bonjour la pression. Ouais. Et ceci dit, j'ai pas besoin de personne pour m'en mettre plus que je m'en mets moi-même. Ouais. Tu sais, mais je ne peux pas être insensible à ça. C'est sûr que je suis sensible à ça. Et c'est sûr que je vais essayer de répondre à ces attentes-là. Fait que c'est sûr que ça rajoute toujours une petite pression supplémentaire. « Oh, vous êtes dans le show, ça va être bon. » Ah, calvaire. Si vous saviez que c'est tributaire de tellement d'éléments pour que ce soit bon, pas juste de moi, tu sais, m'en faire de mon mieux, je vous le jure, mais c'est pas juste moi qui va... Tu sais, fait que, bon. Alors, cette pression-là, elle est grandissante. Puis, un peu comme tu disais tantôt, moi, c'est André Lachapelle qui nous enseignait Feu, je pense à elle tous les jours, Feu André Lachapelle qui nous enseignait à l'École nationale de théâtre et qui a été une des plus grandes, sinon là, hein? Et elle nous enseigne, elle arrive un matin
en classe, toujours avec des croissants, puisque c'était le premier jour du matin. Elle nourrissait la classe. Elle nourrissait la classe. Elle savait que parmi nous, il y avait du monde qui en arrachait un petit peu plus que d'autres. Au niveau financier, elle essayait on pouvait pas travailler. C'était des 120 heures d'études par semaine, l'École nationale. Là, c'était une affaire de fou. En même temps, tu veux pas sortir de là. C'est juste trop trippant. Tu sais. C'est comme vivre dans le film Fame. C'est pas compliqué, c'est vivre dans le film Fame 16 jours par semaine, 4 ans de temps. Tu sais, ça ressemble à ça. Elle arrive le matin et elle dit « Oh, avant qu'on commence à travailler, est-ce que je peux vous faire une confidence? Là, on est à 10 jours de la première d'un spectacle et j'y arrive pas, je trouve pas mon personnage, je suis rendu trop vieille pour faire ça, je peux pas y arriver, je vais pas... » Elle nous met sur la table et c'est pas une angoissée. Elle parlait de son choix à elle, pas du vote. Non, du sien. Elle va monter sur scène. On le sait, 2 semaines avant la première, on aurait dû être éboueur. Tu comprends? C'est ce qu'on aurait dû faire dans la vie. Puis on fait, qu'est-ce que je fais là, vierge? Et bon, alors, elle était dans cette période-là et André Lachapelle est devant nous et il fallait qu'elle nous dise à quel point elle se trouvait mauvaise, puis bonne. Elle n'était pas prête, elle n'était pas gna-gna, puis évidemment, elle a été grandiose, comme toujours. Mais on a tout fait, un peu comme tu as dit tantôt. Ah, OK, c'est pas juste nous autres. OK, même les plus vieux, les plus de métiers... même les gens qu'on admire. Les gens qu'on admire sont aussi sénères. Ouais. Ils ont tellement l'air à faire ça, les 2 doigts dans le nez, relax, hein, ouais, donc, une seconde nature. Yeah, let's do this. Mais non, ils sont sénères. Je comprends aujourd'hui. Moi, il y a une affaire que j'ai écoutée. J'ai reçu Daniel Bélanger ici. Ah! Puis le grand. Il te saluait pas, d'ailleurs, c'est chien. Ah, il est bien chien. Pourtant... On se connaît peu, mais quand même, tu sais, on s'est croisés. Il aurait pu. J'ai chanté une de ses tunes. J'ai endisqué une de ses tunes du temple. Mets ça dans ta pipe, fume. Laquelle? OK? Moi, j'ai fait un film, ça s'appelle... pas magnifique, mais c'est un film agréable. T'écouteras ça dans le temps des fêtes. Ça s'appelle Station Nord. OK? Dans lequel je joue accessoirement le Père Noël. Alors, ouais, mais c'était très agréable. J'avais 3h30 de make-up tous les jours. Ah, wow. Parce que j'avais dit, ça c'est pour la courte parenthèse, j'avais dit, ce serait bien qu'on ne me reconnaisse pas, ou le plus tard possible dans le film. J'avais même exigé que mon nom n'apparaisse pas au générique d'ouverture. Ah! J'ai dit, générique d'ouverture, c'est le Père Noël qui joue le Père Noël. Fait que dans la promo, Benoît Brière n'existait pas. Il existait pour les adultes, tu comprends, dans la promotion, mais les enfants qui venaient, tu sais, t'as les cartons du début avec les noms des acteurs principaux, puis t'avais le Père Noël. Wow! Qui jouait le Père Noël, mais en générique de fin, t'avais mon nom qui passait avec tous les autres, et je jouais le personnage du lutin barbu. Qui n'existe pas, mais qui était là. Bref, tu sais, 3h30 de latex dans donc grosse... Mais là-dedans, le Père Noël est en perte de vitesse d'intérêt auprès des jeunes dans le film, et il essaye il se dit, je pourrais peut-être chanter une toune si ça pouvait devenir un tube, tu comprends? Peut-être que là, les jeunes vont s'intéresser plus au Père Noël parce qu'ils chantent des tounes. Alors, dans le film en question, je chantais une toune avec un band. Évidemment, pour les besoins de la chose, il fallait que quelqu'un écrive le texte, compose la musique, etc., etc. Et c'est Dan qui l'a fait. Wow! Mais je vais dire une affaire, quand t'es pas chanteur. Oui. OK, tu tentes. T'es pas chanteur. Et là, tu reçois chez vous une piste où elle est complète, là. Tu sais, tous les instruments sont là. Et c'est Dan qui chante ce que tu vas aller chanter en studio devant lui à son studio. Ah non. C'était la première fois où j'ai porté une couche dans ma vie. Et pas la dernière, je te précise. Écoute, j'étais devant Dan Bélanger, puis moi, je capote. Là. Vraiment, c'est un grand des grands. Je suis d'accord. À la fois au niveau musical, mais beaucoup au niveau des textes aussi. C'est un gars extraordinaire. Ouais. Puis, et un gars d'une gentillesse. Vraiment, vraiment gentil. Inégalée. Et fait que là, je suis un petit peu déçu qu'il ne m'ait pas dit bonjour. C'est pas grave, pas grave. Je le recroise des fois de temps en temps sur le plateau, je vais lui faire un finger. Mais je l'avais...
quand j'étais en tournée avec mon spectacle, ça doit faire... je me souviens pas c'est quand, mais je me souviens que c'était après la représentation de Chibougamau. Oh yes! Et on était rentré à la chambre d'hôtel après le spectacle, ma première partie, mon directeur de tournée, moi-même, puis on pitonnait en prenant une bière dans la chambre et on était tombé sur le documentaire Le Cri du rhinocéros de Marc Labrèche, dans lequel apparaît Daniel Bélanger. Et il y avait ça qui ressortait, l'aspect où, tu sais, il y a plein de grands créateurs là-dedans où ils parlent constamment du doute, du trac, la peur de se répéter, la peur de voir Daniel Bélanger dire « Je sais pas si les gens veulent entendre de la musique de moi encore. » Boy, Dan, faut qu'on se parle. Moi, en milieu tourné... Si tu écoutes, Daniel, j'aimerais ça que tu m'appelles. On a 2 ou 3 bières ou caisses de bières à prendre rapidement pour crever quelques abcès. C'est incroyable, hein? Mais c'est vrai que c'est ça. Mais t'entendre dire ce que tu disais depuis tantôt, il y a ça aussi de faire... Moi, encore une fois, naïvement, dans ma tête, je pense à Benoît Brière, je me dis, il l'a eu, il a compris. Man. Mais ce qui fait que t'es encore Benoît Brière, c'est que ce doute-là est encore là. Il est de plus en plus grand. Ça revient au médecin qui veut faire ça pour l'argent. Une fois qu'il y a l'argent, peut-être qu'il performe un peu moins, ça revient à ça. Oui, s'il était là pour ça. C'est ça. C'est ça qui est un peu problématique. C'est ça que j'aime pas, tu comprends? C'est quand l'orientation de départ n'est pas la bonne. Ouais. Combien de fois ça m'arrive, des jeunes qui me rencontrent, moins de jeunes maintenant, ils me connaissent plus. Mais ils pensent que t'es le Père Noël. Donne-leur une chance. Qui a maigri. J'espère. Mais tu sais, et qui me disent, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et c'est pas dans la façon de s'exprimer, tu comprends? C'est pas parce que je sais pas les mots nécessaires dans mon lexique pour te dire j'ai envie de devenir comédien, j'ai envie de devenir un acteur. C'est la façon, je veux devenir une vedette. Ouais. Ou je veux passer à la télé. Avez-vous des conseils, je veux passer à la télé? J'en ai pas de conseils. Avez-vous des conseils, je veux devenir comédien? Man, on va se rencontrer 3-4 fois, 3 heures chaque, je vais te dresser un tableau. On va faire ça pour le fun. Avec plaisir. Mettons, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Il y a tant et tant de choses. Oh boy! Combien de temps qu'on a, Jay? On a le temps que tu veux. OK, parce que, il y en a des affaires. Parce que, comme on se disait tantôt, là, en commençant notre entretien, on se disait, il y a des choses que tu apprends, il y a des choses que tu n'apprends pas. Ouais. Alors, l'École nationale, c'est formidable. C'est un beau bagage d'apprentissage pour le jeu. Pour nourrir quand je n'ai pas tout d'un coup l'instant sacré, le moment de grâce. Quand je l'ai pas, je suis outillé, j'ai un bagage pour pouvoir faire la job. Mais rentrer dans le métier d'une façon professionnelle, alors là, il y a un certain nombre de choses que tu vas apprendre sur le tas, tu sais. Et souvent, je me suis demandé pourquoi je les écris pas, ces affaires. Ouais. Pour arriver à un moment donné à aller offrir peut-être à un moment donné un cours là-dessus, qui est purement bassement technique. Les technicalités de la business, autant à l'école qu'au conservatoire. Partout où on enseigne le jeu, pour des gens qui veulent faire le métier, l'école de l'humour, dire, OK, regarde, il va se passer ça. Parce que il y a tant et tant de choses à savoir sur comment être représenté, comment bien se représenter, tu sais. Puis c'est pas une affaire de personnalité, c'est une affaire de business-wise. Comment ça marche? Mm-hmm. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu devrais attendre d'un agent ou d'un gérant? Ça serait quoi, là? Si tu penses que ce gars-là, cette fille-là, va faire une bonne job, il faudrait qu'il remplisse tel critère. Il faut que tu saches ça avant de commencer, mettons. Ouais. Tu sais? Au lieu de rencontrer quelqu'un, puis tu te dis, ce quelqu'un-là, cet agent-là, ce gérant-là, il représente un autre, il doit être bon. Ouais. Tu vois, mais c'est pas de même ça marche. C'est pas de même ça marche. Puis peut-être qu'il est bon, mais peut-être qu'il n'y a pas le déclic avec toi, qui fait qu'il va avoir autant d'intérêt de travailler pour toi, parce qu'il travaille pour toi. Ouais. Que, tu comprends? Parce que souvent, on a l'impression qu'on travaille pour les autres, alors que c'est un peu l'inverse qui se passe. Absolument. On travaille pour soi et pour les collègues avec qui on va travailler sur un projet ensemble.
incluant le metteur en scène, incluant le réalisateur, le producteur. On travaille ensemble. C'est un sport d'équipe, cette affaire-là. Puis c'est un sport extrême. Fait que donc, c'est ensemble que ça va se passer. Fait qu'il faut que tu saches un peu comment ça va se passer avec les autres, puis quelles devraient être les attentes divers. Chacun des métiers. Parce que, visiblement, il y en a qui l'apprennent sur le tas ou qui décident de l'imposer sur le tas et que c'est pas nécessairement la façon de faire qui va être la meilleure en fonction de la qualité d'un produit qu'on va faire. On est beaucoup sur la quantité. Ouais. On est beaucoup sur l'enveloppe. Ouais. On est beaucoup moins sur le contenu. Et ça, c'est un peu dommage. Et ça va loin, là, ce que je te dis là. Hey, je te dis, ça peut être des heures. À un moment donné, j'ai dit à un distributeur de films, dont je tairai le nom, tu dis, en principe, un scénariste écrit un scénario pour lequel le temps qu'il met là-dessus et l'énergie déployée, il est payé. Déjà, ça n'existe pas. Okay? Déjà, ce que je te raconte là, ça n'existe pas ailleurs qu'aux États, mettons. Ouais. Et là, il prend des années pour écrire un scénario. C'est pour ça qu'il est payé, sinon, des années. Sinon, c'est un sideline. Et puis, le sideline, ça va se sentir au final, là, sur le scénario, si ce n'est qu'un sideline. Tu me suis? Oui. Et là, en principe, au bout du projet d'écriture, tu intéresses un ou une réalisateur et réalisatrice qui va faire « Wow! Quel beau projet! Faisons un bout de chemin ensemble sur voici ce que j'en pense et voici ce que je vois comme réalisation, etc. » Et ensemble, déterminons qui nous pensons qui devrait jouer là-dedans pour interpréter tel et tel rôle. Je pense à certains, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu l'occasion d'aller auditionner et qui ont des talents mirobolants, mais c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils peuvent pas être là. Alors, auditionnons à large spectre et allons trouver la perle rare, les perles rares. Et si ça donne que c'est quelqu'un qui est très connu, tant mieux, mais c'est pour la bonne raison qu'il est là. Je suis en train de te dire une affaire qui n'existe pas. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, tu te dis, oh là, j'ai vraiment le cast idéal. Truffé de un ou deux acteurs-actrices qui sont très connus, mais les autres qui sont sortis d'école ou pas, mais qui ont un talent. Écoute, à l'audition, c'était écœurant, puis on a pris le temps de le travailler comme il faut, puis ils sont formidables, puis ils sont fins. Ah oui? Ils sont gentils, ils sont agréables, et ils ont goût de travailler. All right? Oui. Et là, après ça, tu les approches, ça leur tente. On regarde les disponibilités. Hop, il y a un petit pépin pour un. C'est pas grave, attends, on va corriger ça parce que lui peut, là, on pourrait faire ça. Regarde, je suis encore en train de te raconter des affaires qui n'existent pas, tu le sais. Bon. Et là, à un moment donné, là, tu as tout ton beau projet et là, tu as parlé aux agents ou aux gérants de ces gens-là qui ont été des gens gentils, qui ont réglé un contrat béton formidablement avantageux pour tout le monde, incluant le producer, tu comprends? Oui. Et après ça, tu te présentes avec le projet au distributeur, puis là, tu vas voir le distributeur, puis tu dis, garde, j'ai ce projet-là, lis-le, j'ai tel acteur, telle actrice, c'est réalisé par un tel, une telle, etc., etc. Et là, lui, il fait, à la lumière de ce que j'ai vu là, oui, ces acteurs-là, je vais te montrer les cassettes de nos auditions. Ah, wow, oui, OK, good, cool, j'embarque dans le projet. OK. Tout ce que je t'ai raconté là n'existe pas. En ce moment, un film se fait de la façon suivante. À l'envers, le distributeur, t'as un producteur qui dit « Je connais un gars, une fille, qui a eu une idée de synopsis de film. Le v'là, c'est écrit sur un apron de resto. Il y a 3 lignes. Une fois, c'est un gars. Oui. Il arrive là, puis la fille a dit ça, puis là, et là, il fait « Ah, intéressant, OK. » Et là, le distributeur dit « OK. » Alors, ça va être Patrick Huard. Il n'est pas écrit. Non. Ça va être Patrick Huard. Ça va être. Tu sais, et là, je nomme Patrick, que j'adore, by the way. Oui. Qui est au niveau du jeu, de la réalisation. C'est un self-made man qui est rendu très loin. Oui. Bravo, Patrick Huard. Oui. Je suis disponible si jamais tu as besoin de moi. Bref, alors, mais tout ça pour dire que là, il t'établit avant qu'il soit écrit
La distribution du film. Fait que moi, j'ai déjà dit à un distributeur de films, oh, by the way, je pense qu'on a un problème dans la langue française avec la définition de distribution. Votre job de distributeur, c'est de distribuer le film dans les salles, dans les pays, dans les festivals, etc. Pas de vous occuper de la distribution du film, de qui joue dedans. C'est pas ça, votre job. C'est pas ça. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que, uniquement, on croit à un projet dans la mesure où il va ramener un maximum d'argent. Et quand je dis un maximum, ici au Québec, il s'agit d'un minimum. C'est ça. Malheureusement, c'est encore comme ça, c'est-à-dire, je vais donner un exemple boiteux, mais mettons, là, tu fais un film, tu demandes d'être subventionné pour ton film et tu établis que ton budget, c'est 1 million. OK, là, on fait des chiffrons. Pour là. le produire. J'ai besoin d'1 million pour faire mon film. Les autorités qui vont décider s'ils vont te prêter l'argent ou pas, ils font... D'après moi, 900 000, t'es capable de t'en... Bien, t'auras pas de choix. Tu vas faire, OK, je prends 900. Mais dans ton million, tu avais budgété que il y avait le 10e qui te revenait comme producer. Ouais, c'est ça. Moi, je me garde 100 000. Tu comprends? Ouais. Fait qu'ils te disent, OK, je te donne 900 000. Fait que tu dis, je vais me garder 100 000. Il y en a 800 000. Ça, si t'es fin, il y a 800 000 à l'écran. C'est bien rare que c'est 800 sur 900 qui vont être à l'écran. C'est ça. Mais mettons, c'est ça, là. Mettons, c'est ça. L'année prochaine, tu reviens avec un autre scénario. Tu vas revoir les mêmes autorités. Ils te disent, j'ai besoin d'1 million. Ils disent, t'as été capable de le faire l'année passée pour 900 000, hein? Moi, d'après moi, cette année, là, 800, t'es bon. Ah, c'est ça. 800. Tu repars avec ton enveloppe de 800, tu vas te garder un 100 000. Ça, c'est quand tu t'es pas fait d'augmentation de salaire. C'est ça. Tu te gardes un 100 000, il y a 500 000 à l'écran. And the way we go jusqu'à 0. Tu comprends-tu? Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça développe des autogérés où les gens ne sont pas payés jusqu'à ce que le film gagne de temps en temps dans un petit prix. C'est ça. Dans un festival quelconque, obscur, dans le fin fond de la planète. Puis là, ça va payer le craft. C'est ça. Puis après Mais ça... Est-ce que... Mettons, je vais utiliser Xavier Dolan comme exemple, mais je sais que c'est un génie puis que c'est le Sidney Crosby de sa génération, c'est-à-dire que c'est une fois par 10, 15, 20 ans que quelqu'un comme ça débarque. Et même davantage, oui. Mais, mettons, le deuxième choix, là, après Sidney Crosby était quand même extraordinaire, mettons. Là. Fait que l'équivalent après Xavier Dolan, qui pourrait faire d'excellents films, j'ai l'impression qu'on oublie... Les deuxièmes choix? Ben, j'ai l'impression qu'on... En fait, C'est terrible ce que tu dis, mais c'est vrai. On oublie les deuxièmes choix. Alors, imagine-toi quand il y en a 5, 6. C'est ça. Puis je trouve qu'on oublie que t'as eu un premier show à un moment donné. Ouais. On oublie qu'il y a eu un premier film. On oublie que les personnalités... Patrick Huard, on l'oublie que... aujourd'hui, c'est comme, ben oui, on va le signer. Ben oui, c'est Patrick Huard. Non, mais on oublie qu'à un moment donné, c'était... Qui? On va lui donner une chance. Puis on oublie encore, c'est en fonction du rôle à jouer. C'est ça. Tu comprends? Un acteur a, par formation ou déformation, en principe, le devoir d'être à large spectre. Il y en a beaucoup qui sont monocolores, tu comprends? Puis ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ils sont extraordinaires dans cette couleur-là. Mais ils vont toujours faire le même rôle tout le temps. Bon, t'en as d'autres qui sont extrêmement versatiles, puis qui vont être bons dans n'importe quoi, puis ça va être formidable. Bon, alors, les deux, quelque part, dépendamment du projet, se valent, dans le sens où, qu'est-ce que j'ai de besoin là maintenant? Mais c'est pas en fonction de ce que j'ai de besoin, c'est en fonction de qui c'est, parce que ça va attirer. C'est ça. Et c'est là où j'ai beaucoup de misère avec ça, moi, tu comprends? Et pourtant, je suis parmi ceux, de moins en moins, mais je suis parmi ceux, encore pour le moment, pour une couple d'heures, parmi les appelés. À qui ce système-là est favorable. Est favorable. Mais je préférais de loin me faire dire, c'est parce que là, vraiment, je t'ai vu dans telle affaire, mettons, qui est un petit show de rien pantoute, dans une petite salle de rien, mais calique, c'est ce que tu as joué là, j'ai vu là, pendant que je l'écrivais, ça. Et ça, j'ai des couleurs de ça que j'aimerais retrouver dans mon film. C'est pour ça que je te le demande. Es-tu capable de me livrer ça? Es-tu capable de me donner ça? Tu sais?
Mais c'est pas en fonction de la qualité, c'est en fonction de... C'est ça que je trouve difficile au Québec, en fait, c'est que c'est unique au monde, c'est extraordinaire. Ouais. C'est la qualité de notre défaut. Le fait qu'on soit peu, ça fait que j'ai eu une carrière, entre guillemets, jeune, rapidement. Ouais. Mais ça fait aussi que les projets plus indie ou underground ou plus weird ou plus l'audace manque. Oui. Ceux qui auront les argents nécessaires pour se rendre jusqu'au bout, effectivement. C'est ça. Effectivement. Parce que des projets de création, c'est pas ça qui manque. Per capita au Québec, et des projets extraordinaires, mais qui ne trouveront jamais les argents nécessaires pour arriver à terme. Et c'est ça qui est une catastrophe, quelque part, tu sais. Est-ce que tu as une solution à ça? Eh boy, que j'aimerais ça. Ouais. Hein? Eh man, que j'aimerais ça. Il se passe pas une journée sans que j'y pense. Tu comprends? À tous les jours, je me dis, on s'adapte. Le jeu s'adapte. Le niveau de jeu n'est pas le même que quand j'ai commencé il y a 30 ans. Ça fait 30 ans. Non, on joue pas de la même façon. Partout? Ah oui. Théâtre, télé, cinéma? Oui, vraiment beaucoup. En quoi ça diffère? Tout simplement de par la façon dont on l'écrit, la façon dont au cinéma ou à la télévision, on le réalise, on le filme, on le prend sur image. On est de plus en plus sur une facture, entre autres cinéma, et dépendamment du projet, bien sûr, mais de façon générale, sur une facture très, très naturaliste. Or, encore une fois, on va se contenter, les autorités vont se contenter, bien qu'on s'en va vers une forme de naturalisme avec un grand N, on va se contenter de gens, pour jouer des rôles, qui vont dire juste, qui ne chanteront pas en parlant. Ça, c'est la base. Ça, c'est le A dans l'alphabet du jeu. Tu comprends? Juste avant, c'est apprendre à lire. Oui, c'est ça. Tu comprends? Tu sais lire, tu sais dire juste. On a une graine de quelque chose, et là, on va voir si c'est un... Tu comprends-tu? Ouais. Si c'est un pissenlit ou un baobab. OK? Alors là, mais c'est la base. Mais on se contente de... Ça dit juste, c'est parfait. Mais tu dis, attends un peu. Les plus grands films, les plus grands scénarios, soit télévisuels ou cinématographiques, c'est dans le non-dit que ça existe. C'est pas dans ce qui est dit. Alors, on est tellement dans ce qui est dit que même les autorités qui décident si ce scénario-là va être subventionné ou pas, on est rendu encrotté dans notre lecture. What you see is what you get. Il y a pas de... Souvent, je dis, je sais pas si tu as déjà vu le film Il Postino. Non. Bon, tu iras voir ça. Ça vaut le coup. Il y a énormément de silence. C'est une relation père-fils formidable. Et si tu écris ça, je me suis dit un jour, je vais écrire sous un pseudonyme, là, ce scénario-là, mot à mot, avec la description des plans en didascalie. Je vais l'écrire de même, puis je vais l'envoyer aux autorités. Il va me rebondir dans le front en disant « C'est d'un plate, mon Gérard. C'est plate à faire des remèdes. » Tu comprends? Parce que ça se passe dans le non-dit. C'est pas ce qui se raconte qui est important, c'est ce qui se vit. Et ça, quand tu apprends à jouer comme du monde, tu ne fais pas que jouer ce qui est écrit, c'est que tu comprends, tu essaies d'aller creuser loin la relation qui existe avec l'autre personnage ou les autres personnages. Et c'est ça qui te pousse à dire « Salut, comment ça va? » C'est ça ta réplique. Salut, comment ça va? C'est assez niaiseux comme réplique. Ouais, mais il y a 4 millions de façons de la faire, dépendamment de la situation dans laquelle on est. Alors, ça te prend quelqu'un qui l'a bien écrit, ça prend quelqu'un qui va bien le réaliser ou le mettre en scène pour orienter c'est quoi l'intention qui se passe en arrière de ça. Et là, ça va teinter ton « Salut, comment ça va? » Et si tu ne fais que dire juste « Tu es la graine du pissenlit », bien, tu vas le dire juste, mais il y a zéro intention en dessous de ça. Il y a zéro. Alors, ça donne des shows plates à faire des remèdes. Tu comprends? Mais si tu as une graine de baobab,
tu vas sentir quelque chose que tu ne pourras pas identifier comme téléspectateur, comme cinéaste plus ou moins averti, mais tu vas dire, c'est intriguant et je vais aller plus loin. Et c'est ça le jeu, c'est ça l'importance du jeu, tu comprends? Fait que, donc, on se contente de ça, on écrit « what you see is what you get » et c'est ça qui est envoyé aux autorités. Et dès que tu as un peu de substance... des fois, ça va revenir en disant « c'est pas rien dans cette scène-là, c'est ça l'idée. » Tu comprends? Bon, en tout cas, c'est mon autre éditorial de la journée. Mais je trouve ça fascinant parce que là, quand tu me parles, mettons, de... Puis après ça, j'ai 2 autres trucs dont je veux te parler, mais avec ce que tu viens de me dire, là, de penser à l'intention du salut, comment ça va. Oui. Moi, mettons, je t'ai vu jouer dans Don Juan, qui est une pièce de 3h30. Où tu étais sur scène pratiquement du début à la fin. Beaucoup. C'est fou. Moi, je me souviens sortir et parler de toi sans cesse après ce show-là. Bien, quand même. Rassure-moi. J'ai été tellement... Je ne regardais que toi. T'es fin, merci. Ah ben là, c'est pas fait pour mes collègues. Ça. Non, mais tellement c'était... J'en revenais pas. Parce que moi, le titre, c'était Don Juan. Je me disais, je vais voir Don Juan. Et à un moment donné, j'ai réalisé à quel point t'étais là tout le long. Mais tu sais, Molière a écrit Don Juan, mais il ne jouait pas Don Juan. Molière jouait, évidemment, c'est un acteur avant tout, bien que bonjour l'auteur, mais il jouait dans ses pièces. Et quand il a joué dans Don Juan, il jouait Sganarelle. C'est vrai. Ah ouais, il s'est servi, là, lui. Là, tu comprends? Puis pourquoi? Bien, évidemment, historiquement, il y a toutes sortes d'histoires. On va pas partir là-dedans aujourd'hui, mais c'est parce que Don Juan répondait à Tartuffe. Je te le raconte pas parce que je pars là-dedans, ça va durer 3 heures. Tartuffe, qui était son autre pièce. Ben oui, une pièce qu'il avait écrite avant, qui avait été hautement censurée. Oui. Fait que tu jouais beaucoup les rôles. Moi, je joue beaucoup Molière et j'adore ça. Moi, si vous voulez monter Molière, appelez-moi. Mais pas l'auteur, tu joues l'acteur en plus. Ah ben oui, c'est vrai. c'est vrai, ceci dit. Ah, tu me fais penser. Oui. Peut-être que c'est un petit gros à lunettes. On ne le sait pas. Peut-être que c'était ça, Molière. On ne le sait pas. Y a-tu Instagram, Molière? On peut aller voir. Non, ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit. C'est ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit. Mais dis ça pour dire que quand on parle de l'intention derrière le salut, comment ça va, et que tu as 300 répliques, comment... C'est là où on dit que c'est un sport extrême. Comment tu fais pour mettre une intention derrière chaque réplique? C'est de là le travail. Ça prend un paquet d'affaires. Une bonne et profonde lecture. Là, je mets ça au pluriel, hein, on s'entend quand... Bon. Et il y avait Meryl Streep qui avait dit à l'Actors Studio, on lui avait posé la question, comment vous faites pour jouer un rôle au cinéma? Elle a fait 3 choses, ça te prend 3 choses. Know your lines, know your lines, and know your lines. Fait que tu dis, oui, OK, en prendre son texte. Tu vas me dire, c'est le B.A.-bas. Oui, c'est le B.A.-bas. Le plus tôt ça va être fait, plus ça va être en arrière de toi, plus ça va devenir une seconde nature, ce que tu vas raconter. Et plus tu vas trouver, en le disant, des intentions inhérentes à la véritable situation. Ça prend ça. Ça t'aide ça. Ça te nuit pas. Ça te prend un très bon directeur d'acteur en la personne d'un ou une metteur en scène au théâtre. Comme un réalisateur, ça te prend quelqu'un qui est vraiment ferré puis qui est capable de faire de la direction d'acteur, pas juste du placement de Kodak. OK? Il y en a beaucoup. Ça prend ça et ça prend donc aussi un travail. C'est pour ça que je disais aussi que c'est un sport d'équipe. C'est vraiment ensemble qu'on va le faire. Techniquement, c'est écrit sur un contrat, premier rôle, second rôle, etc., au rôle de soutien. Mais si le rôle de soutien ne prend pas son rôle à cœur, il fait passer l'acteur principal pour un taouin quand il est sur scène avec parce qu'il n'a pas l'air trop de savoir ce qu'il fait. À l'inverse, il va aider beaucoup le collègue. Absolument. Le premier rôle, la même chose. C'est ça. Quand le premier rôle est avec un rôle de soutien, il est au service du rôle de soutien. En fait, ultimement, il est au service de l'histoire qui est en train de se raconter. C'est un partage. On est ensemble, on travaille ensemble. C'est one-on-one. Tout d'un coup, c'est two-on-two. Mais on est ensemble. Fait que là, on part avec ça.
Et puis, fort de creuser la relation, creuser aussi historiquement comment ça se passait à l'époque, pourquoi ça se passait comme ça entre le clergé, la royauté, l'institution, si tu veux, la cour, les têteux, les bourgeois qui ont l'argent. La cour n'a plus d'argent, mais les bourgeois ont de l'argent. Fait que la cour, les sangs bleus, ils vont essayer de se coquiner avec les bourgeois, pas parce que... Puis on va le faire en cachette parce que t'es pas supposé, mais c'est eux autres qui ont l'argent, fait qu'ils vont nous donner, nous prêter l'argent pour pouvoir vivre nos affaires de sang bleu. Tu comprends? Fait que tu sais, ça devient très complexe, mais là, OK. Fait que là, tu te dis, lui, c'est un valet. Le maître Don Juan a droit de vie ou de mort sur son valet. Tu sais, c'est pas juste une affaire, je te mets dehors, là. Non. Je te donne ton bleu, là, ton 4 %, puis bye-bye. Tu sais, c'est même pas je te donne ton 4 %, je te donne même pas ton salaire pendant que tu travailles pour moi, mais travaille pour moi, puis t'as pas un mot à dire sur la game. Puis là, ben, t'en as un qui est extrêmement pieux, puis t'en as un qui est un self-made man. C'est un véritable... Don Juan est un véritable libertin. Il faut faire attention parce que libertin, pour nous, aujourd'hui, c'est un gars qui couche avec tous les filles et à la limite, tous les gars et toutes les chèvres. Mais lui, non, c'est pas ça. C'est un libre penseur. C'est un sang bleu qui a décidé de défier l'autorité. C'est énorme, là, tu comprends? Ouais. Et il a sa conscience qui est tipette à côté, qui est vraiment un valet, à qui le père de Don Juan a demandé « surveille-le ». Tu comprends? Ouais. Mais avec le peu d'autorité, voire pas du tout, qu'il a, et le peu de verve, et le peu de connaissances. Il n'a pas l'éducation, mais il croit. Il croit. Et ce que fait l'autre, c'est à l'encontre de la croyance. C'est contre le Dieu. Tu comprends? Molière a mis sur scène Tartuffe, un faux dévot, un faux curé qui s'est mis à fourrer toutes les choses. Le bonhomme qui y croit, la bonne femme, etc. Toute la famille a foutu le bordel là-dedans. Le clergé a vu ça sur scène, en fait, pardon, ça n'existe pas. Tu vas m'enlever ça de la scène. Et si on t'enlève ça de la scène, Molière n'est pas payé, sa troupe n'est pas payée, 0 sous pour la belle pièce que tu nous as créée. Arrange-toi avec ça. C'est pour ça que Molière a créé Don Juan, et c'est pour ça qu'il jouait Sganarelle. Il jouait le pieux. Qui croyait à tout. Qui croyait. Et qui n'arrête pas de dire, si vous ne croyez pas Don Juan, le bon Dieu va vous punir. Puis pour ceux qui ont vu la pièce, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous connaissez le punch de fin. Don Juan va mourir. Ouais. C'est le gars d'histoire du gars qui est mort à la fin. Bon, il va mourir par une opération du Saint-Esprit, du bon Dieu, tu comprends? C'est le bon Dieu qui va le tuer. Alors le bon Dieu le tue à la fin de Don Juan. Sganarelle avait donc raison. Et là, l'anecdote raconte que Molière regardait le roi, Louis XIV. Il a tendu la main, les yeux dans les yeux avec le roi. Il y a le dernier monologue, Sganarelle. Puis il dit, voilà, par sa mort, un chacun satisfait. Dans Tartuffe, tu m'as pas payé parce que je vous ai démontré sur scène un faux curé. Là, je te dis, c'est le bon Dieu lui-même qui est venu punir un pénitent. Tu comprends? Il est venu l'assassiner. T'as eu ce que tu voulais? Et il finit en disant, mes gages, paye-moi à cette heure. Quand tu connais l'anecdote, qu'elle soit vraie ou pas, elle est trop fantastique pour passer à côté. C'est incroyable. C'est pour ça que moi, tu comprends-tu, je disais ce monologue-là à la fin du show à chaque fois, en tendant la main vers le public. À cette heure, paye. Vous êtes contents, là? On l'a fait tuer, là. Le gars qui pense autrement, qui pense pas comme tout le monde, qui est contre les bondieuseries, là, bien, le bon Dieu est venu le chercher. Vous êtes contents? À cette heure, paye. Fait que, tu sais, fort de tout ça, c'est ça qui bâtit ce que tu as à jouer. Fait que quand on revient au début du show, puis tu fais « Salut, comment ça va? » Ça va être teinté de tout ça. C'est ça. Ça peut pas être pareil. Ça pourra jamais être pareil. Jamais. C'est pour ça. C'est tout ce travail-là qu'on a besoin de faire. Tu comprends? Il faut vraiment travailler, ce que disait Meryl Streep, en disant « Learn your lines ». C'est au-delà de ça, tu comprends? C'est ça, mais ça veut pas dire techniquement « J'apprends tes lignes par cœur ». Puis si t'es quelqu'un qui apprend vite tes lignes, t'auras pas beaucoup de travail à faire. Non, c'est au-delà de ça. C'est de s'approprier totalement ce qui se passe là. Et il y en a beaucoup qui vont essayer d'aller ailleurs aussi, qui vont se dire « Je me suis approprié, mais j'ai décidé que j'avais une autre lecture de ça. » OK, ça suit-tu la route?
Ben, plus ou moins, mais c'est pas grave. Moi j'ai un problème avec ça. Ouais. Non, il y a quelqu'un qui s'est creusé à la tête pour nous construire une histoire qui tient debout, là. Jouons-la. Déjà, si on réussit à bien la jouer, ça va être déjà extraordinaire. Ouais. Même, si tu veux aller ailleurs, va ailleurs, mais prends pas ce show-là. Parce que c'est pas ça que tu veux monter. C'est ça. Tu comprends? Crée-toi un toi-même. C'est pas ça que tu veux monter. Tu sais? Il y a des versions formidables de Shakespeare, de Richard III, tu sais? Ouais. Le gars, il a une ligne écœurante à dire, Richard III, quand il m'a donné, là, il est sur le bord de se faire mettre à carreau, pour pas raconter les histoires, mais tu sais, il y a une réplique formidable où il est tombé de son cheval en pleine bataille et son cheval s'est sauvé et qui crie « Faire droit devant au ciel, a horse, my kingdom for a horse ». Et là, tu as décidé de faire une version où c'est un nazi. Alors, Richard III n'est plus un roi anglais, mais c'est Hitler. C'est Hitler. Il est dans son char, puis son char veut pas partir, puis il dit « A horse, my kingdom for a horse ». Et je fais « Excuse-moi, je viens de débander ». Parce que là, elle marche plus, cette ligne-là. Coupe-la. Mais en même temps, tu dis couper une ligne, c'est une des lignes les plus célèbres de ce show-là. Tu comprends? Ça que tu dis, si t'as pas voulu, parce que t'avais une vision de... Je sais pas. Tu sais, il y a des limites pour moi à pas transposer. Ça se peut dans la mesure où ça tient la route tout le temps. Ouais. Mais quand tu dis, genre, j'ai une vision, moi, je vais faire d'autres choses. Moi, je connais des metteurs en scène, là. C'est plus des décorateurs que des metteurs en scène. Ils ont imaginé un décor. Ah, dans lequel jouer. Ah, ça va être écœurant, ça, sur scène. OK, mais c'est quoi le show? Je sais pas. Mais on va mettre de quoi là-dedans. Tu fais, OK. Ah bon. OK. Puis mettons, avec tout ce que tu viens de me dire, autant là... Tu veux que je démissionne, c'est ça? Non. Non, mais je trouve ça fascinant parce que autant là que tantôt quand on parlait de cinéma et que tu parlais au distributeur, je te sens exigeant envers ton milieu. Man. Pas critique. Exigeant. Ah oui. Et pour moi, il y a une grande nuance. La critique est pas nécessairement... Après ça, peut-être que je joue juste avec les mots, mais je trouve que quelqu'un qui est exigeant envers quelqu'un d'autre... Il y a une énorme nuance. Tu sais, moi, quand mon père est exigeant envers moi, parce qu'il croit en moi, parce qu'il m'aime, parce que... Et je sens ça envers ton milieu. T'as tout dit. Est-ce que ton milieu sent ça aussi ou au contraire, des fois, ça te met dans des positions où les gens sont comme « Hey, lui, là, il peut-tu... » Ah, c'est sûr que ça me met dans des situations comme ça. C'est sûr. Quand, où, quoi, comment, je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est dérangeant. En même temps, j'ai du tact. Et surtout, tu l'as dit, il y a une grosse différence, effectivement, entre être exigeant. Je le suis énormément pour moi-même. Veux pas, ça va teinter le reste. Ouais. Je vais être exigeant pour les autres. Mais je suis conscient de la différence. Je n'ai pas le droit d'avoir les mêmes exigences pour autrui que j'ai pour moi. Faudrait pas. Les pauvres autres. Ça serait terrible. Mais je vais exiger qu'on soit exigeant envers soi-même dans ce métier-là parce que nous sommes de grands privilégiés d'avoir cette tribune-là à toutes les fois qu'on le fait. Ouais. À chaque fois qu'on remonte sur scène, on est des grands privilégiés. On a aussi des grands privilégiés d'avoir des tribunes comme on a là en ce moment, là. Absolument. Tu sais, avoir une discussion à table et refaire le monde, c'est cool, c'est parfait, et il faut le faire. Mais tout d'un coup, que cette discussion-là va être entendue par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, etc., de personnes, tu dis, OK, il faut que je fasse attention. J'ai une responsabilité par rapport à ce que je dis là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'ai la gueule de bois? C'est pas ça que je dis. Il faut être exigeant envers soi-même pour après ça pouvoir exiger un peu plus de ce que tu attends de ce que tu fais dans la vie. Ou des autres qui font la même affaire que toi. Mais c'est pas de la critique. Non, parce que moi, si tu as fait et Dieu sait que ça arrive régulièrement, tu as tout fait de la bonne façon, en exigeant le meilleur de tout un chacun. Et chacun y a donné son meilleur, et le résultat final n'est pas ce que tu aurais souhaité. Il ne donne pas ce que tout le monde aurait souhaité. C'est pas bon. Ben, ça se peut. Et ça, moi, j'applaudis ça pareil. Moi, je suis le meilleur spectateur de théâtre que tu peux pas espérer avoir. C'est vrai? Ah, moi, je vois le travail. Si je me présente devant un show qui est un flop, mais j'ai vu là, l'orientation, j'ai vu le travail, j'ai vu l'énergie déployée, là,
Ouais, ça se peut que tu me retrouves debout à la fin du show à applaudir. J'applaudirai pas pour les mêmes raisons, mais je vais applaudir. Parce que je vais faire « wow ». Et je vais aller voir le monde que je connais là-dedans ou pas, là, après le show, là, pour aller leur dire, parce que c'est important de le faire, là, bravo, bravo, fouf, bravo. Quel boulot. En revanche, je vais aller voir des gens d'immenses talents que tu sais exigeants à l'os dans une production qu'on crie au génie. Et il est sur le bœuf et il donne pas l'ombre de lui-même pour se protéger parce que ce soir, c'est... Là, je vais être critique. Là, je viens de perdre les exigences. Je deviens critique. Là, je vais faire... C'est parce que là, tu te fous un peu de moi. Là, c'est là, tu me prends pour acquis. Comme une relation amoureuse ou amicale. Tu me prends pour acquis. Ouais. Travaille un petit peu. La paresse. Travaille un petit peu. C'est ça. Ouais. Il va falloir que tu me regagnes. C'est pas fait ça. Personnellement, tout ça résonne beaucoup en moi parce que dans tout dans la vie, j'ai énormément de difficultés avec la paresse. Mm-hmm. Et je suis un peu... ça me parle beaucoup. Ce que tu dis, parce que pour moi aussi, il y a ça. Puis ça veut pas dire que la critique n'a pas raison d'être. Non. Mais elle doit être juste... elle doit être constructive. C'est ça. OK. Elle doit être... Et ça, c'est vrai pour tout, là. Ouais. Parce que la critique est devenue aussi un métier à travers les années. Depuis toujours, d'ailleurs. À travers les années. À travers beaucoup d'années. C'est devenu un métier, tu sais. Puis on dirait que ceux qui ont le plus de notoriété là-dedans, c'est ceux qui ont le plus la langue sale. Tu comprends? Parce que ça devient un show en soi. Là, moi, non. C'est là où je décroche. Mais je trouve ça fascinant quand on parlait de Molière tantôt, de voir aussi, moi, c'est ça que je trouve fascinant quand les gens disent on peut plus rien dire. Molière en est un exemple avec ce que tu m'as raconté, de faire, il s'est littéralement fait dire ça, tu peux plus faire ça. Ouais. Et il a trouvé le moyen de le faire pareil. De le faire pareil. Et ça, ça témoigne de l'intelligence. Oh oui. Et des risques aussi, qu'il a pris. Mais dans la mesure où il dépeint une société, la façon dont il l'a dépeinte, tu comprends, il n'est pas en train de revendiquer, de prêcher pour sa propre paroisse. Il est en train de mettre sur papier et sur scène les travers de la race humaine en général, qu'elle soit de sang bleu ou pas. Tu comprends? Et ça, c'est son génie. Et c'est pour ça que ça passe à travers le temps. C'est ça qui fait les chefs-d'œuvre. C'est quand on parle de l'homme à l'homme. Et puis, c'est là qu'on se rend compte, des fois, qu'on n'a pas beaucoup évolué. Tu comprends? Qu'on n'a pas beaucoup évolué. Alors, tu te dis, bon, mais c'est pas pour prêcher pour ta propre paroisse. Et sa façon, lui, d'accepter la critique, ça a été justement de trouver une façon différente de dire ce qu'il voulait dire. Mais il a continué à dire ce qu'il voulait dire. Tu comprends? Oui, absolument. Et il a accepté la critique. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ouais. Tu regardes l'extrême droite américaine actuellement, je dis américaine, on se rend compte qu'elle est très, très, très vivante chez nous, mais tu dis, on peut même pas discuter. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la chose que je trouve la plus inquiétante de la race humaine, c'est la non-discussion. Ouais. Acheter une information, peu importe d'où elle vient, la faire sienne et porter les œillères du cheval. La rigidité. Et ne répondre qu'à ça. Et si tu dis le contraire, t'es un imbécile en partant. Là, je fais, OK, ben là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a autant de façons de penser divergentes qu'il y a de monde. Fait qu'on peut-tu essayer à un moment donné? Moi, il n'y a rien de mieux. Moi, il n'y a rien que j'aime le plus, c'est de changer d'avis au cours de ma journée. Oui. Je pense à une affaire en me levant, là. Puis, un matin, là, je suis dans tel état. Il y a telle pression atmosphérique qui me met dans tel état. Et puis, telle situation familiale, personnelle, tout ça. Le lendemain de brosse, que ça me met en tel état. Et là, je vais entretenir un discours X sur un truc. Et je rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me dit « Ouais, mais as-tu pensé à... » Puis là, non, on va débattre aussi. On va débattre. On débat. Pour, au final... Bien, je t'avais raison. Non, c'est vrai, dans le fond, quand on... Non, j'ai réagi émotivement face à une situation, ce qui est normal, qui est humain, mais je pense que ce qui serait sage, c'est que je prenne 2-3 jours de recul, que j'y réfléchisse pour vrai,
que je me décante un peu, puis après ça, je te reviens avec une réponse qui va peut-être être un petit peu plus réfléchie. Puis peut-être que je vais me rendre compte, moi-même, que j'avais pas tout à fait raison. Ni tout à fait tort, mais pas tout à fait raison. Ça, pour moi, c'est humain. Ça, pour moi, super humain. Mais ça devrait toujours être de même. Tu comprends? Combien de fois que je suis certain d'avoir la science infuse auprès de mes filles que j'adore et qui me reviennent avec un commentaire, une réflexion naïve, innocente, glissée au gré d'une conversation anodine pendant qu'on mange, la bouche pleine. Et tout ce que tu trouves à dire à ça, c'est « parle pas la bouche pleine ». Et après ça, tu vas réfléchir, puis là, tu fais « oh, la petite Véra ». Elle avait raison. Le beau dans l'histoire, c'est qu'après ça, tu fais au souper. Ça, c'est arrivé au déjeuner, mettons. Oui, c'est ça. Au souper. Peut-être même le lendemain. Peut-être même dans 3 jours. C'est pas grave. Enfin, tu sais, l'autre jour, là, t'avais pas tort. En y repensant, il y a ci, ça. Et le plus beau, c'est qu'elle dit « Ouais, mais toi aussi, quand t'as dit ça, ça m'a un peu... ça m'a chamboulé. » Mais là, on fait « OK. On a fait chacun un bout. » Ça s'appelle pas un compromis, ça, là. On n'est pas dans le compromis, là. On est dans la réflexion. Ouais. Et puis, elle va se poursuivre. Elle n'est pas terminée. Elle n'est jamais terminée. En ce moment, on pense ceci. En ce moment, nos autorités sanitaires nous disent « Faites ceci ». C'est parce que, dans le fond, la Moses de COVID, on la connaît pas. C'est ça. On connaît des souches, on sait que, on comprend 2-3 affaires, mais on le sait-tu pour le... Non, mais on devrait faire ça en ce moment, ça devrait normalement nous donner un coup de main. Faisons-le donc. Ben oui. Moi, c'est ça que je me dis, parce que ces gens-là, ils ont réfléchi, ils en ont fait des carrières scientifiques, ils ont réfléchi à ça. Tu comprends-tu? Mais ça se peut que dans 6 mois, là, ils vont dire, on vous avait dit ça? Ben, OK. Là, on le sait, là. On a découvert, là, à force de recherche et tout, là. OK. Là, on change. OK, on change. C'est pas « Ah, si vous étiez des trous de cul il y a 6 mois. » Non, non. C'est juste rendu là. On est rendu là. Ça évolue. La pensée évolue. Tu sais, Mané, réfléchissons. C'est ça qu'on dit. Arrêtons d'être... Toi, mettons, cette ouverture-là ou cette réflexion-là humaine, est-ce que tu l'as toujours eue? Est-ce que ton métier t'a accompagné là-dedans? Ça t'a aidé à... Oui. Toutes ces réponses sont bonnes. C'est ça. Oui. Oui, je l'ai toujours eu. Est-ce que j'ai toujours eu la sagesse de répondre immédiatement à ça? Non. Une des matières qui m'a fait le plus triper, et je vais t'étonner, au cégep, vraiment, c'était la philo. C'était la philo. Hey, Dieu sait que, tu sais, avec ta gang de chums, là, quand tu rentres au cégep, t'es supposé, en principe, haïr la philo. Tu sais, quand tu sors, là, secondaire 5, là, on finit à 4 heures. À 4 heures, on s'en va au terrain, puis on va aller jouer au football. On est 15, let's go. Ouais. Je m'ennuie de ça, d'ailleurs. Ouais. Mais je pourrais plus jouer au football, j'ai plus les genoux. Mais je pourrais être coach. Fait que, et là, tu dis, fait que t'es dans ce mode-là, puis là, tu rentres au cégep. Oh, t'es dans le monde des grands. Bon, t'es le plus jeune parmi les grands parce que tu rentres au cégep, là, puis les 2e années te le font bien comprendre quand t'es juste en première année. Mais bon, tu rentres au cégep, là, t'es parmi les grands, puis ah oui, la philo, ah ouais, j'ai des cours de philo obligatoires, là. Ah, c'est poche. T'as même pas eu de cours de philo encore. Ah, c'est poche. Et là, je suis arrivé à mon premier cours de philo en me disant, ah, ça va être poche. T'allais à quel cégep? Et Édouard Montpetit, Longueuil Beach by the River, tu sais. Oui, absolument, le plus gros cégep du monde. Le plus beau. Et non. Mais bon, mais celui qui a changé ma vie. Bref, je suis là et j'écoute le prof qui est un brain, qui est un gars qui nous parle de nous autres, à nous autres, qui est un gars... Ah, écoute, je me souviens même plus de son nom et je m'en veux tellement. Je suis pas bon d'un nom. Mais ce gars-là, vraiment, j'ai fait... OK. J'ai tripé philo pendant toutes les sessions où j'ai été là. Parce que j'ai été là quand même quelques sessions. et j'ai tripé philo. Alors, oui,
j'avais ça. C'est aussi dans mon éducation familiale. Mais je pense mais j'ai pas toujours eu la sagesse de ça. Le métier veut ça. Tu sais, quand je te disais aussi la recherche, la recherche pourquoi. Le pourquoi, tu m'arrêtes quand tu veux. Du pourquoi. C'est ça l'interprétation. C'est pourquoi. Un méchant, je vais jouer un méchant. OK, je vais froncer mes sourcils, je vais parler fort, je vais grogner. Ça y est, je peux jouer un méchant. Non, pourquoi il est de même? Qu'est-ce qui l'a amené de même? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que j'ai des pistes qui m'orientent? Oui, parfait. Allons les chercher, ces pistes-là. Bon. Le pourquoi du pourquoi. Bref, ça, c'est de la philo. C'est de la psycho, c'est de la philo. Fait que le métier m'apporte ça. Et l'âge, maintenant, et la relative sagesse qui vient en principe avec, fait que c'est de plus en plus ça. Tu comprends? C'est de plus en plus ça. Et c'est parce que c'est de plus en plus ça que ça m'horripile de plus en plus de voir les gens qui sont vindicatifs, à cheval sur leurs pensées, leurs principes, et qui ne bougent pas d'un iota de là. Qui ne bougent pas d'un iota. Mais c'est parce que c'est d'un étouffant. bord comme de l'autre. Hein. C'est très... Oui, mais c'est étouffant. Ouais. Parce que, tu sais, tu parlais de non-discussion tantôt. À un moment donné, c'est ça, c'est que c'est... Il n'y a pas de dialogue. Ben non. Il n'y a aucune écoute, il n'y a aucune ouverture. Alors, tu te dis, on va organiser un débat entre un qui est l'extrême là, puis l'autre qui est l'extrême l'autre bord. Tu n'as même pas de matériel pour faire une pub de 30 secondes. Tu comprends-tu? Parce que ça va aller nulle part. Ouais. Chacun va graffiner de son bord. Et puis, ils sont tellement extrêmes que finalement, ça va se finir à coups de balles dans le dos, de coups de poing sur la gueule. Puis tu fais, ben voyons. Ah ouais. Ben voyons. Tant qu'à faire, mets-toi tout nu, va-t'en dans le bois. Je veux dire, revenons à la base, tant qu'à faire, là, tu sais. Va trouver comment on fait le feu. Ouais. Tu comprends? On parlait de Molière, tu sais, qui a été audacieux, puis qui a poussé ses réflexions, puis qui a poussé son public à des réflexions qui se voulaient très audacieuses, pour réutiliser le mot. Un autre qui a été comme ça, que tu as joué aussi, c'est Yvon Deschamps. Oh, man! Tu sais, que tu as joué Le Boss est mort, son personnage du gars de la shop. Il y a quand même quelque chose là aussi. Oh là là, ben écoute, on est exactement dans la même talle. C'est ça. Moi, là. On est dans la même talle. Et qui plus est, quand tu connais un peu l'histoire d'Yvon, c'est un accident de parcours, son histoire, là, lui. Oui! Là. C'est fou, c'est pour ça qu'il veut faire. Un accident de parcours. Ça, c'est à cause de la gang du Katsu qu'il a cofondé, là. C'est à cause de Charles Lebois. Merci, Robert. C'est à cause de Feu Paul Bussonneau. Merci, Paul, où que tu sois. Merci, Paul. Tu sais... on va écrire des affaires, on se fait un show de groupe, let's go, on trip. C'était les années pour ça. Ouais. Puis, sais-tu finalement, ton sketch que tu as écrit à plusieurs, ben fais-les tout seul. Puis moi, je vais écrire de la musique là-dessus, Dixit, Charles Lebois. Ouais. Puis moi, t'accompagner musicalement. À 3 semaines du show. Oui! Arrive le premier monologue et s'en suivra une série qui ne finira jamais. Et toi, l'avais-tu déjà vu en spectacle avant moi, là, de jouer? Je m'excuse pour tes parents. Mais j'ai probablement eu les meilleurs au monde. OK? Je m'excuse, là, Yvan pour tes et Nicole. parents. OK? J'irai boire du bon vin chez vous, j'irai faire les vendanges et je m'excuserai personnellement et je tiendrai des propos différents rendus là. Parce que j'aurais réfléchi, puis peut-être que finalement, je serais arrivé au résultat que j'avais tout faux. C'est ça. Non, mes parents, ça a des trucs. Non, j'ai eu vraiment les meilleurs au monde. Pourquoi? Parce que ils m'ont... Comment dire? Ils ont travaillé pour que je réfléchisse. Ils ont travaillé pour que je trippe dans la vie. Point. Moi, je m'en allais en sciences comptables à l'UDQ. J'ai même fait une session, là, moi. Oh, yes. Oh, que oui. Souvenir atroce. Puis ça n'a rien à voir avec l'Université du Québec. Si ça se trouve, c'était le fun parce qu'en bas, dans les couloirs, les sous-bassements, tu sais, du pavillon Hubert-Aquin à Judith Jasmin, il y avait 2 bars. Ouais. Il y avait un qui s'appelait l'après-cours et l'autre qui s'appelait l'annexe, si mon souvenir est bon. Ça, c'est au bout d'un couloir souterrain. Tu sais, même l'hiver, t'es pas obligé de mettre ton manteau. Tu sais. Fait que, hey, le bac était 80 cents. Let's go. As-tu une idée? Ya! Fait que, non, je suis pas devenu alcoolique, c'est pas là. C'est la COVID qui m'a rendu alcoolique. Voilà, non, oui. mais tu sais, à un moment donné, tu te cherches, tu te trouves plus, puis j'ai toujours été un peu dans un élément de panique en se disant, je te fais une grosse curve, mais dans un élément de panique où tu te dis, qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Secondaire 3, tu veux-tu faire de la chimie, de la physique ou tu veux faire de la musique? Ben j'aime ça faire de la musique.
Mais je peux pas en faire en faisant de la chimie physique, non? Faites quoi, chum? Faites quoi, boys? Ben là, écoute, musique, tough, hein? Fait que, ouais. On va aller faire chimie physique. OK, faire chimie physique. Non, ça marche, c'est une bolle, là, ça marche, j'y arrive, OK, c'est pas de problème, OK. Mais je me suis pas trouvé. Vous faites quoi au cégep? Vous en allez dans quoi? Ben, le plus large spectre, c'est sciences administratives, parce que là, c'est une bonne idée, on va aller. Je suis allé en sciences administratives. Là, ouais, n'importe quoi, OK, ben, sciences administratives. OK, parfait, on va aller là, tu sais. Ces 2 ans-là, puis après ça, ben, on va se trouver une branche un peu plus pointue, puis on va aller à l'université, tu sais. Là, ça se précise un petit peu en fin de parcours de cégep, là. Ben sciences comptables, tu sais, c'est une bonne job, puis ça peut être payant, là, tu sais. OK, je vais aller là. Fait que fais ma demande à l'UDQ. Et puis, on me dit, ben, t'as pas fait tes maths 203. Ah, man, j'ai mis 4 ans à faire ma maths 103. C'est pas vrai que tu vas me demander mes maths 203. Ah oui, ça te prend ça? Shit. Alors, retourne au cégep pour essayer de faire maths 203. Ça me pesait. Fait qu'en attendant, je vais faire quoi? Ben, je peux prendre des cours en économie. En économie à l'Université du Québec. Comme ça, ils vont être contents. Ils vont compter pour mon bac en sciences comptables après. Fait que je perds pas mon temps. Fait que je vais aller faire le minimum de cours requis là pour être à temps plein, puis je vais aller faire mes maths 203 au cégep. Je vais faire les deux en même temps. Hey, erreur. Je me suis menti. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait, je veux devenir comédien. C'est ça que mais ça a flashé, ça t'a... Ouais. Ben, c'était latent. Puis pourquoi je dis que j'avais les meilleurs parents, c'est que, tu dis, tu veux avoir une job où tu vas gagner bien ta vie, tu veux assurer une certaine sécurité financière, puis tout ça. Puis, et puis, le jour, un 4 janvier, 3 heures du matin, où j'ai pris la décision, wow. je me les gelais dans un parc, toutes choses, assis sur un banc. Tu sais pas si tu sais un banc de parc en métal? Oui. À moins 32... T'es mieux de pas rester assis. Non. Tu es tant qu'à faire, reste pas assis. Tu sais, parce que... Je sais pas si tu sais, mais les Dardanelles gelées, là... Ah non, je sais pas si ça t'est arrivé. Ça fait mal en maudit. Heureusement, j'avais 14 ans de danse avant ça. Fait que j'ai pu danser bien en masse cette nuit-là pour me les réchauffer. Réensanglanter. Et bref, je reviens de là en me disant, j'arrête l'université. C'était big pour moi, là. C'était énorme. Pour moi... J'ai fait, non, j'arrête ça, je suis malheureux. Et ma mère de dire, c'est très clair. C'est très clair, on te voit aller, là, c'est très clair que t'es pas à ta place. T'es malheureux. C'est pas une branche pour toi, t'es malheureux. Essaye-les, vas-y. C'est quoi? Devenir comédien. Go for it. Tu sais, on entend-tu souvent les histoires de, OK, mais fais ça comme sideline, mais trouve-toi un vrai métier, là? Ouais. Non, pas en tout. Ma mère qui me dit, sur la rue, telle maison en bas de la traque, là, il y a un comédien qui vit là, avec une comédienne. Ils sont tous les deux en couple, ils vivent là. Faut cogner chez eux d'un coup qui va... Je savais même pas ça. OK. C'est vrai? Là, t'as quel âge? Là, tu viens de lâcher l'université. Oui. Là, j'ai 21. Wow! Je pense. Oui, 21. Je fais quoi? Finalement, tu sais, tu prends une année de cours privés. Chez cours d'improvisation. Non, chez Feu Charlotte Boisjoli, ça a été une école formidable. C'était qui était là? C'était... voyons... Ils t'ont-tu parlé? Ouais, tellement. Ben, c'est lui qui m'aurait... lui et elle qui m'ont orienté, littéralement. Et je suis allé sonner à la porte de Charlotte Boisjoli. Puis Charlotte a fait, oui, 20 ans. Puis elle donnait des cours comme ça à la maison. À plein. On était une gang, tu sais. Sur ta rue? Non, c'était à Montréal. Okay. Moi, j'étais sur la Rive-Sud, dans le 450. Personne n'est parfait. J'ai du temps. Tu me regardes avec moi, beaucoup de jugement. Aussi, okay. Benoît. Moi, j'ai le 450, hein? J'ai pas peur de ça. Ça fait du bon monde, Benoît. Mais t'es le 450 nord ou sud? Sud, Rive-Sud. En Rive-Sud, on parle le même langage. Ben oui, absolument. Moi, j'ai le nord, en tout cas. Le nord, c'est une autre histoire. Non, j'aime mieux pas aller là. En même temps, j'aime mieux pas aller là. Ton théâtre, Tais-toi. T'es très 450. Ça s'appelle l'équilibre. Non, mais en tout cas, ça pour dire que faire une longue histoire courte, mes parents m'ont aidé là à m'en aller là. Mais ma mère attendait ça depuis longtemps. Oui? Ah oui. Elle te l'a jamais dit? Pas directement, non. À un moment donné, c'est parce que ma mère m'amenait voir tout ce qui existait. Ma mère est une consommatrice de culture québécoise. C'était une idole finie d'Olivier Guimond. OK.
Mais en même temps, je me disais, moi, quand on m'a demandé d'interpréter Olivier dans Cher Olivier, on me disait, ah ben oui, je l'ai connu, c'est sûr, je l'ai connu. Écoute, j'écoutais ça quand j'étais petit. Et là, je fais tape. Il est mort en 71, je suis né en 65, j'avais 6 ans. Non. Et la dernière année ou année et demie, il jouait dans la branche d'Olivier à Radio-Canada qui a été un flop. Donc, Cré Basile, qui était un de ses gros hits à la télévision, que ça a duré 5 ans, c'était avant ça. Non, je pense pas qu'à 3-4 ans, j'écoutais Cré Basile. Fait que j'ai dit, comment ça se fait que je le connais autant? Ma mère s'abreuvait de ça quand elle était jeune fille. Elle allait à tous les semaines au théâtre, voir un show différent aux variétés, parce que c'était différent, un show différent, tu sais. Puis là, à mon jeune âge, à l'époque, ben je vais voir les Géroulas. Les Géroulas, j'ai vu les Géroulas. ça date, ça, là. Non, mais les Géroulas split. Jean Lapointe part en carrière seule. J'ai vu tous les shows de Jean Lapointe. J'ai vu tous les shows d'Yvon Deschamps. Non! Et là j'ai 7-8 ans quand ça commence, mettons. Même pas, là. Fait que j'ai fait, ça là, voyons. Je me disais moi-même, j'amènerais-tu mes filles à 7-8 ans voir un show d'Yvon? Ben, pourquoi pas? Mais moi, il m'amenait. Fait que tu vois, fait que Yvon, j'ai connu Yvon, j'ai connu les Cyniques, j'ai connu les Géroulas, j'ai connu Jean Lapointe. J'allais voir tout ça. Où t'allais Alors, ils m'ont nourri ça. Place des Arts. Dernier show des Géroulas, c'était à la co-cathédrale Saint-Antoine à Longueuil. Non! Ils faisaient des shows, les Géroulas, là. Fait que, très mal assis d'ailleurs. C'est une bonne idée qu'on fasse plus de show, là. Hey, petit banc de bois, c'est dur sur les skions. Oui. En tout cas, fait que... Et donc, j'ai tout vu ça. Et à l'âge de 10 ans, écoute, on faisait des sketchs dans la cave chez nous, puis on chargeait une épingle à linge, ou tu sais, les attaches de pain, de pain tranché. Oui. C'était écœurant parce qu'on faisait des batailles de ça. Ah, t'essayeras ça. La petite attache à pain, t'as casse en deux, là. Oui. Puis là, t'as mets, là, tu sais, la petite pine, là, t'as mets dans ton ongle, de même. Là, il tient au bout du bois, puis ça tire. C'est pas très bon pour les yeux. Mais... Fait que là, on s'en faisait des munitions. Là, t'as une gang contre une autre gang. Là, on se tirait. C'était fascinant, mon vieux. On était des warriors, des Jedi. Et puis, mais autre ça, on faisait des sketchs. On s'était même fait un stage avec un rideau à poulies. Ça y allait, tu sais. Arrête! Et puis, c'était les jeunes. Nous, on faisait ça entre nous, pour nous, etc. Étrangement, quand on faisait une représentation, c'était les voisins, parents qui débarquaient à voir nos shows. Pour une épingle à linge ou une attache à pain. Ouais. Et puis, on avait un fun noir à faire ça. Fait qu'à un moment donné, ma mère, Jean Lapointe, fraîchement débarqué des Géroulas, qui a commencé sa carrière solo, on a vu 2 de ses shows, mettons, il fait une ligne ouverte à la radio. Puis moi, je suis chez nous, puis ma mère a fait « je l'essaye ». Elle appelle à la station radio, pogne la ligne. Non. Pogne la ligne. Non. Elle la capote, elle parle à Jean Lapointe en direct, tu comprends? Et je dois ça à Jean Lapointe. Elle a dit, écoutez, je pense que j'ai un fils qui a peut-être un talent pour ça. Non. Elle a dit, je fais quoi avec ça? La pauvre femme désespérée. Je fais quoi avec ça? Elle a dû émouvoir Jean Lapointe. Jean, il a dit... S'il a un talent naturel, ne l'envoyez pas dans une école de jeu. Il va perdre son talent naturel. Il va au profit d'une formation quelconque. Il va être moulé dans le moule. Laissez-le décider par lui-même. Ma pauvre mère a attendu que j'aie 21 ans, là, tu comprends, là? Je devais avoir 10 ans quand ça s'est passé, ça. Non! Ouais. Fait que, tu sais, donc, ça existait. C'est pour ça que je te dis, j'ai eu les meilleurs. Tout ça pour te dire, j'ai eu les meilleurs parents du monde. Et ce qui fait que, moi, des gars comme Yvon, des gars comme Jean Lapointe, des gars comme... Ça a nourri mon enfant. Je m'en vais jouer avec mes cousins chez mon mononcle, qui était un gars qui, à l'époque, était drummer dans des bands jazz, des clubs de l'époque de Olivier Guimond et compagnie, là. Puis il a arrêté ça rapidement parce que sinon, il allait virer alcoolique fini. Mais parce que c'était toute une époque, hein, ces affaires-là. Ben oui. Mais lui, là, c'était un fan fini des Cyniques. Je sais pas quel âge que j'ai. J'ai peut-être ça 10 ans, là. Puis je suis en train de jouer dans le cours. Puis là, il me criait, Ben, viens ici un peu. Je rentrais. Il mettait le 10 sur son pick-up. Je m'assoyais. Mon cousin m'attend dans le cours. Je joue au baseball. Non, j'étais assis à écouter la face A et B du disque au complet des Cyniques pour l'apprendre par cœur. Hey, mais tu comprenais-tu? Je veux dire, les Cyniques, il y a quand même un niveau... Je comprenais ce que j'avais à comprendre. C'est ça. Puis ce que je comprenais pas, c'était pas grave, ça faisait rien mon oncle, ça devait être drôle. Tu comprends? Oui.
sais, on se nourrit de ce qu'on... Moi, tellement... J'ai amené mes filles au musée voir des Monet, des Manet, des Picasso, etc. Ils étaient très, 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 très jeunes, tu comprends? Bon, c'était beau, il y avait de la couleur, ils prenaient ça, tu sais. Mais je surprends ma fille un jour, il y a un livre qui traîne chez le dentiste, tu sais, un gros livre des peintres, et sur la couverture, c'est un Monet, tu sais. Ma fille, je sais pas quel âge, elle a 6 ans, ça fait « Ah, regarde, papa, c'est Monet. » Non. Hey, là, j'ai dit, peux-tu le dire plus fort pour que tout le monde entende? Dis-le plus fort. Dis-le plus fort, les gens vont pas penser qu'on vient de 4-5-0. Comment t'as dit ça, ma chérie? C'est un Monet? Oui, c'est un Monet, bien sûr. Tu sais qu'on a vu ça à New York, hein, au Met. C'est au Metropolitan qu'on a vu ça, oui. OK. Écoute, peut-être la bretelle, mais ils prennent ce qu'ils ont à apprendre. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé. Fait que tu comprends-tu, j'ai à jouer Yvon Deschamps un jour. D'abord, il faut que tu saches que le boss est mort, c'est Yvon Deschamps qui t'appelle. Ça, c'est un peu comme... C'est pas vrai. Oui. Ça, pour moi, là... Tu sais, t'as-tu une moto, toi? Non. Non, t'as pas de moto. Moi, j'ai une moto. Ils se vendent. C'est un scooter. OK, c'est ça. Parce que faut que je le précise, parce que moi, j'envoie la main au motard sur la rue, puis il n'y a personne qui me répond, parce que j'ai juste un scooter de 50cc, en tout cas, qui mange de la chenoute. Fait que moi, je suis un motard. OK? Fait que... Mais tout ça pour dire, c'est que... je sais que j'en étais. Yvon Deschamps. Alors, tu sais, on est un peu dans le business comme des motards. On se croise, on s'envoie la main, on se connaît pas. Ouais. Mais on se reconnaît. Ouais. Fait qu'on s'envoie la main, mais on se connaît pas. Ouais. Fait qu'Yvon, j'ai eu l'occasion de lui parler 2 ou 3 fois dans le cadre d'événements juste pour rire ou genre d'affaires-là, tu comprends? Mais je peux pas prétendre, même à quelqu'un que je connais, mais encore loin de l'amitié, tu sais, c'est juste pas. À un moment donné, ça sonne chez vous. Oui, bonjour Benoît, Yvon Deschamps. Là, tu dis, bon, une joke. Bon, on veut me niaiser. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est qui? Yvon Deschamps? Non, tu raccroches, il rappelle. Tu sais, il persiste. Puis maintenant, il dit, écoute, moi, dans les premières années, pendant les 5, 6, 7 premières années d'écriture de monologue, les 5 premiers shows, j'écrivais toujours pour le même personnage, le gars de la shop. Oui. Maintenant, t'es trop jeune pour le savoir. Non. J'ai vu tes shows, j'ai les ai sur disque. J'ai tout ça. Oui. OK, je les connais aussi déjà. Tu sais. Bon, ben dis-moi, je me suis dit à un moment donné que ça, là, on pouvait faire un show de un seul et unique monologue, d'un paquet de monologues de cette époque-là, avec une facture théâtrale. Parce que le côté dramatique passait pas à mon goût à l'époque. C'est pour ça que j'ai créé des chansons. On pouvait tout d'un coup aborder un thème plus sensible, plus dramatique, avoir un moment plus dramatique, parce que tout ce que je pouvais raconter de pas drôle, les gens riaient parce qu'ils venaient pour ça. Mais je me dis, la formule théâtrale pourrait faire... Ça te tente-tu de faire ça? On va appeler Dominique Champagne pour faire la mise en scène. Un fou d'une poche. Yvon t'a appelé. Yvon, ça part de lui. Deschamps. Le lendemain, on est au Saint-Gall, dans son resto, avec Dominique Champagne, puis on est en train de dire, OK, comment on fait ça? Comment on l'organise? Mais c'est la parole d'Yvon Deschamps. Tu sais, prendre un texte de théâtre, de Tremblay, par exemple, un illustre inconnu, Michel Tremblay, puis que tu dis, je vais jouer tel rôle, il a été joué 25 fois par 25 acteurs différents avant. Ouais, mais la dernière fois, ça a été joué il y a, mettons, 10 ans, puis c'était cette interprétation-là par cet interprète-là. Dans la mise en scène X, ça veut dire, c'est différent. Tu sais, tout a été fait, mais pas par moi. Ouais. Fait que tu te dis, bon, alors, on me dit, êtes-vous sujet à la comparaison? Ben oui, si tu l'as vu il y a 10 ans, mais en même temps, oui et non, parce que ça va tellement être autre chose. Moi, pour peu que je sois honnête, je vais donner, moi, sur scène, dans l'interprétation que j'en fais, appuyée par une mise en situation et une mise en contexte de 2 metteurs en scène. Fait que c'est sûr que ça va être différent. Ouais. C'est sûr. Le même metteur en scène qui monte la même scène de la même façon avec des acteurs différents, tu vas avoir un autre show. Fait que tu dis, c'est sûr que ça va être différent. Ouais. Là, c'est pas un texte écrit. Oui, ça existe écrit, mais c'est un texte dit. C'est un texte qui est endisqué. Il y a la musique de Yvon Deschamps. Elle existe et on est habitué de l'entendre. Et là, je vais aller dire des mots de Yvon Deschamps, puis il faut pas que je fasse du Yvon Deschamps. Parce que c'était pas ça la commande. Ben non, c'était pas... surtout pas. C'est ça. J'allais interpréter un personnage qui s'appelle le gars de la shop.
Incroyable. Avec tout ce que ça véhiculait, etc., tu sais. Fait qu'Yvon embarque avec nous autres dans l'écriture, dans l'organisation, si tu veux, de cette patente-là, de cette bébite-là. Arrive le moment de « on va le mettre en scène maintenant ». Yvon, il a fait « ça, c'est à vous autres. Ça, je m'en vais ». Lui, c'était le texte. Ouais. Là, je peux pas te dire le jour où Yvon Deschamps est venu s'asseoir dans la salle avec Judy, quelques jours avant la première, où il vient voir le résultat final, là. Man, la chienne que j'avais. Ah, je peux pas croire. La chienne que j'avais. Tu jouais le show complet en répétition devant lui et Judy? Tout, là, tu sais, costume, décor. Quelle salle c'était? C'était au Katsu. Ah, plus. Mais oui. Oh mon Dieu. Une petite place qui n'a pas d'histoire pour Yvon Deschamps. Oh mon Dieu. Fait que, il t'a juste le rire d'Yvon puis de Judy dans la salle. Puis j'ai fait l'erreur de... Parce qu'il disait, tu sais, c'est dramatique, puis tout ça, mais en même temps, on le sait-tu que c'est drôle? Fait que on travaille sur le côté dramatique de la chose, tout en ne niant pas la comédie de la chose, mais devant Yvon, j'ai perdu les pédales, dans le sens où mon côté un peu putain de faire rire est embarqué, là. Fait que là, je l'ai fait un petit peu plus drôle que je le faisais en répétition avec Dominique Champagne, tu sais. Fait qu'on finit tout ça, puis là, Dominique, il fait « Ouais! Hein? Tu t'es laissé aller un petit peu dans la... Hein? » Et Yvon de répondre, c'était extraordinaire, c'était formidable. Mais je pense que ça peut être plus dramatique que ça. J'ai fait, OK, Yvon, OK. C'est parce que t'étais là. Parce que je ne savais pas comment t'allais réagir, là. OK, reviens demain, tu vas avoir le vrai show. Non, ouais, j'ai dit, reviens demain. J'ai dit, reviens demain, tu vas avoir le vrai. T'as pas eu le vrai. T'as pas eu le vrai. Parce que j'ai fait, OK. Mais avec raison. Je suis devant Yvon. Puis, tu sais, on l'entend, Yvon, quand il rit. Oui. Fait que, puis t'espères qu'il va rire, tu sais, parce que même si c'est ses propres affaires qu'il a inventées lui-même, tu te dis... Écoute, c'était extraordinaire, en même temps, une panique effroyable. Mais c'est une des affaires les plus merveilleuses que j'ai eu à jouer dans ma vie, tu sais. Deschamps, jouer du Deschamps. Mais là, les fameuses lignes qu'on entend, là, tu sais, là, puis que... On veut pas le savoir, on veut le voir. Ouais. Tu sais, bon. Quand j'arrivais à ces bouts-là dans les shows, vierge, si je me dépêchais pas à le dire, le public le disait avant moi. C'est sûr. Moi, il me disait la beauté de la chose. Si j'ai un blanc de mémoire, j'ai juste à demander à quelqu'un dans la salle. Ils vont m'aider, ils vont me sortir du trouble, tu comprends? Tout le monde le sait par cœur. Les gens marmonnaient les répliques avant moi. C'est sûr. Tu dis à quel point c'est une icône, c'est une affaire que tout le monde connaît, puis qui venait réentendre dans une autre facture, mais qui venait réentendre. Mais est-ce que les gens étaient ouverts à cette autre facture-là? Parce que absolument. Ouais, OK. Parce que ça devait être stressant, ça aussi, le fait de voir jouer du Deschamps différemment. Es-tu sujet à la comparaison d'après toi? C'est ça. C'est ça, je te dis, les gens ont entendu Yvon Deschamps, ils l'ont pas lu, ils l'ont entendu par Yvon Deschamps. Fait que moi, je m'en vais, je suis l'autre qui vient le faire. Tu comprends? C'est sûr qu'il y a une comparaison immédiate. Dès les premières lignes que tu entends, tu fais « Ah, oh, OK. » Fait que si tu acceptes le deal en partant, ben, tu vas te laisser bercer par ce qui se passe là. Puis ça marchait, tant mieux. Mais tu aurais pu aussi prendre la décision en partant. Ah ouais, non, c'est tellement différent, ça ne m'intéresse pas. Il y a dû y en avoir, là. Il y a dû y en avoir. Mais la réponse que j'avais à la fin des shows, c'était exceptionnel. En même temps, c'était très, très, très dramatique. Ouais. Et j'ai vécu là ce que j'avais jamais vécu avant. Que toi, tu dois vivre quand tu le fais ou quand tu le faisais, le one-man show. J'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vécu ça. Là, t'es tout seul. Es-tu tout seul, toi? T'es-tu tout seul? Oui. J'ai jamais vécu une situation aussi tout seul de ma vie. Oui. Vraiment. Moi, je suis un gars d'équipe. Je suis un sport d'équipe. Ça me prend quelqu'un à qui faire une passe. Ça prend quelqu'un qui m'en fait une belle si tu veux que je la mette top net. Tu comprends? Oui. Et là, t'es tellement tout seul, je partais en tournée. Des fois, je prenais un bon 2 heures pour me mettre en situation, si tu veux, me maquiller, me préparer, etc. Des fois, j'arrivais... L'équipe technique sont arrivés tôt le matin pour monter le décor. Il n'était pas compliqué à monter. Milieu d'après-midi, il avait fini. Les autres, ils repartaient à l'hôtel. Ils allaient souper tranquillement. Moi, j'arrivais à l'heure du souper au théâtre. Il n'y a personne. Je me maquillais, etc. 7h22, ils débarquent. Ben... On va se faire un petit soundcheck parce que la salle ouvre à 7h30. OK, monte sur scène. C'est le premier bonjour de la journée, ça. Soundcheck. OK, soundcheck, on essaie. OK, c'est beau, tout est beau, ça marche. OK, je redescends en bas. Je stresse, je veux mourir, je veux devenir éboueur. Et là, à 8h, OK, on y va, Ben. Tu fais le show.
Clap, 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 c'est fini, merci, bonsoir, tu descends, tu te démaquilles, eux autres, ils démontent le décor, t'es vois pas. Tu fais ton maquillage, tu fais ton costume, tu remontes sur scène parce que t'es poli, puis tu vas dire, bon, ben salut les gars, demain, on se revoit à Valleyfield. Oui. Et tu pars dans ton char, puis tu t'en vas. Puis ce show-là, nous autres, on aime ça, les acteurs, avoir du monde qui vienne nous voir après. Ouais. Parce qu'on le fait pour le monde. Tu comprends? C'est ça la différence entre le théâtre et le cinéma. Puis tu le fais pour le monde, puis c'est live, c'est là, ça se passe là. Ouais. Moi, te raconter une histoire, là. Puis si t'as aimé ça, si t'as pas aimé ça, viens pas me voir. Non. Parce que ça va être dur pour moi de le jouer demain, parce que j'ai le goût que t'aimes ça. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais si t'as aimé ça, puis t'as le goût de venir me le dire, gêne-toi pas. Moi, c'est ça qui me fait du bien. Tu comprends? Mais là, le show est super bon. Il marche au bout. Le monde adore ça, mais il finit d'une façon très dramatique. Et ça laissait les gens vraiment sur une claque sur la gueule. Les gens sortaient de là ébobis. Toi, comment tu sortais de là? Vidés. C'est sûr. Vidés. Mais les gens étaient comme en état de choc après le show, tu sais. Fait qu'ils n'étaient pas dans un état d'extase de fin de show comique où on fait « je vais aller dire qu'il est drôle ». Non, c'est une fin de show où les gens sortaient en se disant « wow ». Ouais. Ils l'avaient dans le caisseur. Fait qu'ils n'étaient pas enclins. Naturellement, il l'était pas d'avance, mais là, encore plus enclin à venir me le dire après. Fait que j'étais encore plus tout seul. Il y a des journées, là, au 4 sous, je débarrais à la porte, c'était out. Parce qu'il y avait personne avant moi, tu comprends? Ou le concierge, tu sais. Ouais. Puis il y avait moi puis le concierge dans la bâtisse. Incroyable. Puis là, j'allais me préparer, puis je quittais. Il y avait moi puis le concierge, tu sais, puis c'était ça. Man! J'ai vécu le tout seul. Fait que j'ai beaucoup, je l'ai toujours eu, mais là, c'était comme clair dans ma tête, beaucoup d'admiration pour les gens qui font du one-man show. C'est vraiment particulier parce que c'est une montagne russe, parce que eux, dans leur tête, c'est collectif. Oui, c'est all together, non? Exact. T'embarques, puis il y a du monde, puis les gens t'applaudissent toi, Ouais. puis les gens rient à tes jokes, puis Ouais. c'est tes textes, puis c'est toi qui joues, puis c'est Benoît, il était génial. Il parle de toi après dans le chat, tout ça. Mais toi... De là, mettons, moi en tournée, évidemment que mon directeur de tournée, c'est un allié, un ami très, très proche. Mais évidemment que j'ai développé une complicité avec ma première partie, Charles Pellerin, parce que on vivait la même chose. Cette petite solitude-là, on la brisait ensemble parce que on avait cette compréhension-là de ce qu'on venait de vivre weird ensemble. Les seuls moments où tout d'un coup ça se perdait, puis je deviens un peu comme euphorique, cette solitude-là, c'est quand on avait 2 soirs en même place, où il n'y avait pas de démontage après le show. Là, on pouvait aller prendre une bière ensemble après. Ouais. Aller refaire le monde, tu comprends? Ouais. Dans une microbrasserie quelconque qui en a 4 millions au Québec. Fait qu'on débarquait dans la microbrasserie. Yeah! All right! Ah, mon Dieu, j'ai des amis. Hein? Je suis avec du monde. Je peux pas croire. Je suis pas dans un hôtel ou un motel en train de juste zapper, tu sais. Mais quand tu vivais ça, est-ce que tu devais penser à Yvon? Man, tout le temps. Tout le temps. Parce que lui, ça a été ça, sa vie, tu sais. Oui, tout le temps. Lui, il me disait, heureusement, que dans les longues premières années de travail, il y avait toujours un band. Ouais. Il y avait un band avec lui. C'est vraiment beaucoup plus tard dans sa carrière où il a fait vraiment cavalier seul sur scène. Ce bout-là, il m'a avoué qu'il l'avait trouvé très, très ordinaire. Très rough, justement à cause de cette solitude-là. Parce qu'en plus, il avait vécu le contraire avant. Là, 5-6 musiciens, là, on finit le show. Là. Ouais, c'est une autre affaire. Là. Dans ces années-là. On débarque au resto, on est 7, là. Puis, Ouais. en tout cas, c'était une autre affaire. Quand tu as joué ce spectacle-là, est-ce que ta mère a eu la chance de le voir? Non, ma mère n'a pas vu Le Boss est mort. Non. T'as dû penser à ta mère aussi? Eh, man, tellement. Tous les jours, en fait, tous les shows, depuis le décès de ma mère puis de mon père, tous les shows, je fais « Ah, shit ». Mais je me dis quelque part, ils le voient, puis même ils sont aux premières loges. Oui. Alors je me dis, c'est correct, ça va aller. Ça va aller. T'sais, moi, mon père est décédé, là. Ma mère est décédée 3 ans avant mon père, et mon père a vu la première de Là. Une pièce montée par René Richard Cyr, pardon, parce que je voulais le nommer, hein, je m'accroche dedans, chez Duceppe, puis il y avait la première, et puis quelques jours après, il est décédé subitement, tu sais. Puis le rôle que je jouais dans cette pièce-là, c'était mon père. Ah! Il n'avait pas dit à personne d'autre qu'à René Richard. J'ai fait, c'est pas compliqué, là. Timononcle, qu'on l'appelait dans la pièce. Bien, le rôle de Timononcle, là, j'ai dit, c'est mon père.
comment il est, fin avec le monde, parle pas fort, gentil, remue pas tu sais, c'est pas un brasseur de merde, il fait... Non, juste... La Suisse, c'est la Suisse. C'est lui qui s'occupe de gérer des crises puis d'éteindre les feux dans sa famille, partout. C'est monsieur calme, c'est monsieur zen, etc. J'ai dit, c'est ça, je joue mon père. Mais je dis pas, toi, là, il va être la première. Dis pas. Non. J'ai dit, je joue mon père. Il décède. Ça n'a pas d'allure. Bon, OK. C'est spécial. Ah, je veux dire, le premier soir, quand tu reviens au théâtre, là, en plus, je jouais lui, mais je veux dire, même si tu joues pas lui, là, de revenir au théâtre, t'es orphelin, là. Ouais. T'es orphelin. Ça fait des années que tu vis seul. Tu comprends? Ben, seul. Avec ton épouse, avec tes enfants. T'es casé, tout va bien, tu sais. T'es indépendant. T'es indépendant, ça va bien, mais tes parents, t'en as toujours besoin. Peu importe la raison, t'en as besoin. T'as besoin d'un coup de téléphone, t'as besoin de te réassurer sur quelque chose. Si d'un coup, paf, c'est vrai, tu deviens vraiment orphelin. Et là, j'ai dit, OK, là, ce soir est le premier soir où ben, je joue pour les gens, pour le public, mais vraiment at large. Et pour moi, mais il n'y a plus ça, là. Ça n'existe plus, là, tu sais. J'ai mon frère, j'ai ma tante, mon oncle, mes cousins, mes cousines, et mes amis. Ça, c'est formidable. Mais j'ai pas le... Mais ces figures-là qui sont uniques à ta vie, ta mère et ton père, et je parle pour moi la même chose, c'est unique. C'est des relations uniques. Puis en plus, là... ça venait prendre une coche parce que tu l'incarnais. C'est d'une puissance... j'imagine qu'il y a eu une couple de moments de grâce dans ces moments-là. Ben oui, tellement. J'ai lu cette semaine, quand on parlait de moments de grâce, Sean Connery est décédé. Ça m'a fait de la peine. Je peux pas m'imaginer. Puis une bête. Une vraie de vraie. Puis j'ai lu une quote de lui où il parlait de ses moments de grâce à lui. Ouais. Ce que lui... sa définition du moment de grâce, c'était lorsqu'il réussissait à enlever le temps. Ouais. Quand le public oublie, ça fait-tu 5 minutes ou 5 heures qu'on est ici? Ouais, c'est ça. Quand il n'y a plus de temps. C'est ça, tu sais plus. C'est ce que je racontais tantôt, c'est que tu sais plus du tout dans quel espace-temps, même dans quel lieu, ultimement, t'es rendu. Il y a comme un... C'est presque ésotérique, cette affaire-là. Tu comprends? Puis Dieu sait que je le suis pas, mais il y a quelque chose de out of this world. C'est un court moment, c'est un court laps de temps. Et ça, c'est magique. Ça, c'est fabuleux. Parce que tu as vraiment l'impression qu'on est tous à la même place au même moment. Ouais. Autant le spectateur que l'acteur, l'actrice. On est tous là ensemble à ce moment-là. Fait que t'as besoin de tout le monde pour ça. Je tiens à dire que tu me l'as fait vivre un peu pendant cette conversation. Benoît. T'es fin! Sincèrement, je sais pas si ça fait 5 minutes ou 5 heures qu'on discute, mais... ça doit faire 5 heures, puis j'étais un envie de pisser qui me va pas l'idée. Mais non, mais... mais j'ai déjà pris assez de ton temps, mais... Non, c'est un grand plaisir. Mais plaisir vraiment partagé. C'est vraiment un honneur de t'avoir jasé aujourd'hui, d'avoir rencontré. C'est pas pour être têteux, mais c'est réciproque. Puis, parce que moi, je pensais que j'étais vraiment l'idole de mes filles, mais c'est pas moi. C'est toi. Fait que c'est ça. Mais vraiment, merci profondément. Puis on fera ça un bon moment. Anytime. Prends bien soin de toi, puis salut tes filles de ma part. Ça marche, c'est merci, promis. Benoît. Ça, tu vas faire leur journée. Leur année. Tu vas faire leur année. Allez, je le souhaite. OK. Salut, merci. Salut.